Le 3 mars de cette année, quelqu'un a fait un thread sur doomworld.com, un forum créé en 1998 qui concentre l'intégralité de la communauté autour des jeux Doom, et en particulier l'énorme communauté de speedrun et de modding des jeux Doom classiques qui datent de jusqu'en 1993. Ce thread, créé par un utilisateur du nom de Veg, qui avait créé son compte en 2004, annonçait la sortie d'un mod pour le jeu du nom de myhouse.wad. Un fichier .wad, c'est un fichier utilisé par le moteur de Doom, contenant souvent une ou plusieurs maps avec des ajouts de textures, d'armes, etc., etc. WAD signifiant littéralement Where's all the data, où sont toutes les données. Ce thread partait d'un postulat assez classique de l'histoire du modding en général. Un utilisateur qui reproduit sa propre maison dans le jeu et qui propose à d'autres personnes de jouer à l'intérieur. Mais au fur et à mesure de la lecture de ce thread, les utilisateurs du forum vont se rendre compte que l'histoire de cette map avait beaucoup plus de poids qu'à l'accoutumée. Je suis impatient d'enfin sortir cette map hommage. En août dernier, j'ai perdu un de mes amis d'enfance et ça a été très dur pour moi. Quand je suis retourné dans ma ville d'enfance pour son enterrement, j'ai parlé avec ses parents qui m'ont donné une partie de ses affaires. Parmi celles-ci, il y avait une copie d'une de ces vieilles maps sur une disquette 3,5 pouces datant du lycée. Moi et Tom, on était des mappeurs amateurs de Doom au début des années 2000, mais je n'avais jamais vu cette map avant de la trouver dans cette disquette. Afin de rendre hommage à lui et à tous les bons moments qu'on a passés ensemble, j'ai pris le risque d'installer Doom Builder afin de peaufiner sa carte et d'y ajouter quelques équipements modernes, juste par souci de commodité. La suite du post donne des informations pour ceux souhaitant jouer à la map. Il faut utiliser le moteur GZDoom, permettant un modding plus permissif de la map, avoir acheté Doom 2 et surtout, le mode ne contient qu'un niveau, minuscule, avec peu de challenge, et 10 minutes de jeu sont suffisants pour la terminer. Faire des maps de sa propre maison était une grande mode à l'époque, et je trouve que c'est un hommage adorable et détaillé à mon ami, et un bon moyen de partager quelque chose de lui à la communauté qu'on aimait. Tu me manques, Tom. Oh. Le post peut déjà attiser la curiosité, surtout si vous êtes des gens qui suivent ma chaîne, mais à l'époque, sur Doomworld, il n'y avait pas de raison de douter. Jusqu'à ce que les gens cliquent sur le lien de téléchargement. On y trouve un lien Google Drive d'un certain Steven Nelson, le vrai nom de Veg, et une map, pas en .wad, mais en .pk3, un autre format de modding de Doom. Et surtout, la map pèse 66,5 mégaoctets. C'est presque 5 fois plus lourd que le jeu Doom 2. Beaucoup vont aller sur le thread, télécharger le mod et partir sans rien trouver de particulier. Mais lentement, le thread va changer d'ambiance. Au fur et à mesure des pages, un sentiment va être partagé par la plupart des membres de doomworld.com. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bonjour et bienvenue dans ce finding sur myhouse.wad. Ça faisait un moment que je voulais le faire, ça faisait depuis à peu près la partie 2 de la trilogie sur le Lost Media que je veux faire cette vidéo. Mettez-vous bien, prenez des snacks, asseyez-vous bien parce que comme vous pouvez le voir avec la durée de la vidéo, on est sur un chemin qui va durer pas mal de temps, mais j'ai besoin de donner quelques avertissements et préambules avant de commencer la vidéo. D'abord, je vous conseille monstrueusement de vous pencher sur la map myhouse.wad et d'y jouer avant de regarder cette vidéo. Pour jouer à la map, c'est simple, il faut posséder le jeu Doom 2, il coûte seulement 2 € sur Steam, je crois, et il faut aller télécharger le mode gratuit GZDoom. Vous allez dans les fichiers sources du jeu Doom, vous prenez le fichier texte avec écrit doom2.wad, vous le copiez et vous le collez dans le dossier où vous avez mis le mode GZDoom. Vous téléchargez ensuite la map myhouse.pk3 sur le Google Drive qui sera mis en bas dans la description. Vous prenez le fichier, vous le mettez sur GZDoom, et vous pouvez lancer ensuite le jeu. J'insiste vraiment sur le fait que l'expérience de jouer à la map sans rien connaître au sujet est vraiment quelque chose de très important. Après, je comprends que certaines personnes n'ont pas envie de télécharger le jeu, de payer le jeu, que c'est trop compliqué pour eux, et c'est pour ça que cette vidéo est là. Et elle est également là pour les gens qui ont commencé le jeu et qui ont eu du mal à terminer, et qui veulent avoir des explications, des théories, et un petit peu de storytelling derrière les événements que présente le jeu. Donc je vous conseille énormément de le faire. Mais également, et ça c'est très important aussi, cette vidéo est extrêmement inspiré de la vidéo du youtubeur Powerpack qui a été faite sur le jeu. Cette vidéo, elle a fait énormément de bruit, vous me l'avez beaucoup envoyé et j'ai découvert le mode grâce à cette vidéo. Et je voulais vraiment faire une vidéo qui soit très différente, etc. Malheureusement, pour raconter cette histoire incroyable, il n'y a pas tellement d'autres manières que de réutiliser beaucoup des artifices qui ont été utilisés dans la vidéo de Powerpack. Et je vous link vers une autre vidéo qu'il a fait qui est tout aussi bien, c'est sa vidéo sur le jeu Iron Lung. Ce mec, il est trop fort et
à plusieurs moments, je vais rementionner quand je m'inspirerai beaucoup du storytelling de Power Pack dans ma vidéo parce que il n'y avait pas trop d'autres manières de faire. Voilà, je préviens comme ça, c'est assez rare que je le fasse, mais là, ma vidéo ressemble beaucoup à la sienne. Il y a d'ailleurs une raison assez drôle au fait que j'ai découvert la map avec Power Pack parce qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. Mais vous allez voir, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est assez drôle. Bref, lançons tout ça, je sais que vous mourrez d'impatience de savoir ce qui se cache derrière. Lançons myhouse.wad. Quand myhouse.wad se lance, on est directement accueilli par la froide et rustique ambiance d'un jeu qui aujourd'hui a bientôt 30 ans. On a une des musiques les plus iconiques des modes de Doom, tout simplement car c'est la musique de l'écran titre de Doom 2, avec comme image de fond une photo d'une maison, avec juste écrit « My House ». L'ambiance est hyper crue pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais joué à Doom que 1 ou 2 fois quand il était très jeune. Et là on va pouvoir parler de l'organisation de cette vidéo. Dans la vidéo de Power Pack, il organise son propos en fonction des explorations qu'il a faites de la map, racontant donc chacun de ses walkthroughs. Moi, comme j'ai découvert la map avec des vidéos avant d'y jouer, eh bien j'ai regardé des dizaines de let's play, fait jouer des potes à moi à la map. J'ai donc organisé la vidéo en fonction des explorations types qui seront réalisées par des joueurs de la map. On va sélectionner une nouvelle partie, on va choisir un setting de difficulté, on va prendre un truc un peu moyen, et jetons-nous dans myhouse.wad. Comme prévu, c'est une maison. Derrière vous, quand vous apparaîtrez, vous verrez direct ce dénivelé que vous ne pouvez pas enjamber. Mais vous pouvez voir sur les côtés de celui-ci que c'est une porte et que pour l'ouvrir, il vous faut une clé bleue. Pendant ce temps-là, la musique la plus iconique de l'histoire du modding de Doom se joue. Running from Evil. Qui vient du fait que la plupart des modes de Doom avec une map remplacent juste le premier niveau de Doom et que c'est donc la musique du premier niveau de Doom qui se joue dans des centaines de milliers de mods faits depuis des décennies. Peut-être que comme moi, vous aurez l'envie de faire le tour pour regarder s'il n'y a pas des trucs cachés. Mais la maison, bien qu'étonnamment bien modélisée pour un truc fait dans le moteur de Doom, ne cache rien de particulier à l'extérieur. En appuyant sur Tab pour afficher l'automap, on trouve le premier truc étrange. La map est complètement noire. C'est pas censé être le cas. On voit également qu'un secret est caché dans la map. C'est pas rare dans les maps de Doom, mais encore faut-il le trouver. Et ça, c'est la quantité d'ennemis. C'est beaucoup. Allez, rentrons dans la maison, mais d'abord on va cliquer là pour révéler l'emplacement de la tronçonneuse. Et maintenant, jouons à Doom. La map est étonnamment assez difficile. On peut mourir facilement si on est imprudent, donc tuons les ennemis avec précaution, on va faire des sauvegardes régulièrement et explorons ce premier étage. Quand on ouvre cette porte, on arrive dans une chambre avec 3 ennemis. La chambre mène à une salle de bain où on trouve une clé jaune. Et également un ennemi ici qui drop un fusil à pompe. En sortant de la pièce, on aura par instinct envie de checker les 3 portes, là, juste à côté, qui mènent à des toilettes, une chambre et une sorte de buanderie. Dans cette fameuse buanderie, on trouve une porte bloquée par une clé rouge. En sortant, on peut observer le salon, il est adorablement bien fait et la map en général fourmille de détails, genre cette PlayStation adorable, ce genre de petite modélisation d'objets qui existent dans la vraie vie et qui est reproduit dans le moteur de Doom, on appelle ça des Doom Cute. Maintenant, descendons à l'étage du bas. Et la nouvelle chose étrange. Doom n'est pas censé pouvoir faire des pièces au-dessus d'une autre pièce. En effet, les maps de Doom sont en réalité des maps en 2D projetées ensuite en 3D. Il est possible de faire des dénivelés, de faire des pièces plus ou moins hautes, des escaliers, et je ne dis pas que la 3e dimension n'existe pas, mais comme les maps sont des fichiers 2D, on ne peut pas faire des pièces l'une au-dessus des autres. C'est possible dans le moteur de Doom de faire ça, mais c'est dur, et ça témoigne d'une connaissance assez accrue de celui-ci. Bref, vous comprenez peut-être vers où on se dirige. À l'étage du bas, on trouve beaucoup d'ennemis, c'est très facile de mourir ici, étonnamment. On trouve également un billard en face d'une petite bibliothèque et... Oh. C'est pas normal ça. Alors vous vous souvenez quand j'ai tourné autour de la maison au début? On n'avait pas vu ce truc bleu sur le piédestal blanc là. Ce truc bleu, c'est une Soul Sphere qui donne 100% de points de vie en plus. Mais encore plus impressionnant à propos de ce détail, c'est que la fenêtre à travers laquelle on voit la Soul Sphere n'existe pas. Et là, vous comprenez où on va? Je vous promets, vous n'êtes pas prêts. Entre-temps, continuons à visiter l'étage du bas, on trouve cette armoire avec un ennemi, ici un bureau plutôt bien fichu avec une armoire. Au fond, on a encore une chambre avec une armoire et au milieu, la porte qui s'ouvre avec la clé jaune. Une autre salle de bain avec un ennemi dans la douche. Une fois qu'on a la clé rouge, on peut remonter, on peut tuer les ennemis qui restent dans cette cave avec la chaudière et allons à l'étage ouvrir la porte rouge qui nous donne enfin la clé bleue. Et techniquement là, on peut sortir et ouvrir le portail de l'extérieur pour finir le niveau. Et vous voulez que je vous dise un truc rigolo? Quand la map est sortie,
y a des gens qui me l'ont envoyé, genre 5 ou 6 jours après qu'elle soit sortie. Vous étiez tellement étrangement nombreux que je me suis dit que j'allais y jouer vite fait à l'aveugle, et j'ai fait une partie de myhouse.wad. Je connaissais mal Doom, donc je suis mort plusieurs fois, mais quand j'ai eu la clé bleue, je suis sorti, j'ai ouvert le portail, et je suis sorti du niveau. Et du coup, j'ai pas compris. J'ai pas creusé plus, j'ai mis ça de côté, dégoûté d'avoir téléchargé Doom 2 et installé un logiciel de mode pour un truc que je n'avais pas instantanément compris, et je suis retourné écrire une petite trilogie de vidéos sur les Lost Media. Si j'avais vu la Soul Sphere, j'aurais compris l'importance de la map. Car si on se décide de ne pas passer au niveau suivant, et qu'on va chercher la Soul Sphere, on se rend compte d'abord qu'en effet, elle n'est pas là, mais surtout, la maison est entièrement peuplée d'ennemis. Des ennemis qu'en théorie on avait tués à l'instant. Ok, finissons ce petit tour de la maison et rentrons à nouveau dans la maison. Et la musique vient de recommencer. Et les ennemis sont à nouveau là. Il y a définitivement quelque chose de chelou avec cette map. Cet endroit dans lequel on est appelé par la communauté la deuxième maison. On pointera beaucoup plus tard dans la vidéo toutes les différences flagrantes et flippantes qu'on manque facilement qui jouent dans la déstabilisation du joueur. Pour l'instant, nous sommes aveugles, jouons au jeu. Tuons les ennemis un à un, heureusement on trouve quelques points de vie ici et là. Définitivement quelque chose a changé, la maison est beaucoup plus, comment dire, détaillée. La PlayStation 1 s'est transformée en une grosse Xbox. Il y a ce tableau qui est apparu et aussi celui-ci avec 8 cases vides. Étrange. Retournons dans la chambre, tuons les ennemis, on ramasse ici un crâne jaune. Pour ceux qui ne savent pas, il existe deux types de clés dans Doom, les clés électroniques rouge, bleu et jaune, et les clés crâne des mêmes couleurs. Ça permet d'avoir 2 layers différents de clés par niveau. Je peux également tuer cet ennemi pour ramasser un minigun et tuer cet ennemi pour ramasser un peu de vie derrière lui. La porte rouge n'est plus accessible, il me faut un crâne rouge pour l'ouvrir cette fois-ci, et j'imagine du coup qu'il est en bas. Par contre, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais les portes s'ouvrent pas de la même manière. On n'est plus dans le cadre des portes typées de Doom qui s'ouvrent vers le haut avec un sound effect très identifiable. Là, elles s'ouvrent normalement avec un effet sonore complètement différent. Pourquoi ce détail? On verra. Quand on descend, on peut buter les ennemis en évitant de mourir, rattraper quelques munitions de fusil à pompe, et là où il y avait la clé rouge avant, on trouve le crâne rouge. Rien de bien nouveau dans les autres pièces du rez-de-chaussée, donc montons à l'étage et allons chercher le crâne bleu pour enfin pouvoir sortir de ce niveau. C'était pas là avant. Cette porte mène à un grenier. Il y a un grenier. C'est même pas possible qu'il y ait un grenier en fait. Souvenez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Prenons le crâne bleu et... Il y a quelque chose de l'autre côté du miroir. Pas un objet habituel de Doom, c'est impossible de l'atteindre. C'est trop bizarre. Descendons et quittons ce niveau. Et la porte a disparu. À la place, il y a cette étrange armoire avec un t-shirt vert et de la vie. Si j'interagis avec le t-shirt d'ailleurs, ça me donne 100% d'armure. C'est sympa, mais j'aimerais partir en fait. Je vais vite fait retourner dans le grenier, j'ai dû manquer un... C'était pas là avant non plus. Et c'est littéralement impossible comme géométrie. C'est quoi ce bordel? En plus, je sais pas si vous entendez, mais à chaque fois que la musique loupe, elle devient encore plus distordue, de manière minime, mais c'est toujours perceptible. Bon, franchissons cette nouvelle porte et voyons ce qu'il y a. C'est cosy. Quand je ramasse la canette de Pepsi, ça n'augmente aucune de mes stats. Ça ne donne rien d'autre qu'un message en haut à gauche de l'écran qui dit « I want pop » ou « Je veux du soda » en anglais. Même si le terme pop est un peu familier, voire enfantin en fait. Bref, sortons d'ici. Et c'est dans ce genre de moment que j'ai l'impression que c'est pas moi qui joue au jeu, mais que c'est le jeu qui se joue de moi. Cet endroit de la maison est moderne, donc on dirait que c'est pas dans la même temporalité, comme si quelqu'un venait de s'installer à l'intérieur. Quand on descend, on trouve du milkshake, pareil, il ne donne aucune stat, juste il affiche la phrase « L'enfant veut un milkshake ». Il n'y a rien d'autre ici, donc remontons à l'étage. La musique est toujours plus distordue, c'est oppressant. Et évidemment, la porte qui menait à la salle avec la canette de Pepsi a disparu. Bon, à ce moment-là, on se demande vite ce qu'on doit faire, et quand on s'approche de là où il y avait la sortie auparavant, on se met à entendre un bruit. C'est une créature à l'extérieur.
C'est frustrant, on peut pas la voir. En descendant, on se rend compte très vite que la bibliothèque a été déplacée. Si on interagit avec, elle révèle une nouvelle pièce, avec un compteur électrique, 2 litières pour chat, et ce son. C'est le son qu'on entendait au-dessus. Et si on interagissait avec le compteur électrique ? C'est à ce moment du jeu que j'ai compris qu'on était en face de quelque chose d'assez spécial. J'ai rarement ressenti autant de malaise qu'en entendant ces cris et ce changement radical d'ambiance. Et pourtant, il n'y a pas tellement d'éléments. C'est juste que le jeu lui-même était en build-up constant vers cet événement. Après avoir tué les quelques monstres essayant de nous anéantir à l'étage du bas et qu'on se décide à remonter les escaliers, on est en face de la réalité de ce qui s'est passé. La maison est en ruine. Le ciel est d'un rouge menaçant, comme si le jeu voulait nous faire comprendre que la maison était en train de brûler, mais qui n'était pas en mesure de nous le montrer avec le moteur de Doom. Il est très facile de mourir à ce moment du jeu. Il faut être vigilant et tuer les monstres un à un en ramassant lentement chaque objet disséminé. Une peluche en mauvais état qui affiche « Innocence perdue ». Un cadre photo qui nous dit « Souvenir ruiné ». Et un journal posé à côté du lit disant « Histoire entachée ». Quelque chose de grave a dû se passer. Une fois les objets collectés, on peut redescendre et à cet instant on se rend compte que le rez-de-chaussée a changé. Les murs ne sont plus du bois brûlé plongé dans le noir, ils sont en béton gris et froid. Et à travers la fenêtre, on ne voit plus le ciel rouge brûlant du passé. On voit ce même gris. Mais en fait partout, sur les murs, même à l'extérieur, tout a changé. Et là, stop. Vous voulez savoir quel a été le moment où le jeu m'a vraiment retourné le cerveau ? Parce que c'est juste maintenant. C'est le moment qui m'a fait dire que ce jeu méritait une vidéo. C'est quand on ouvre la cave et qu'on voit ça. À ce moment-là, je me suis senti vraiment très petit. Et si cet environnement vous dit quelque chose d'ailleurs, sachez que c'est normal et qu'on en parlera vers la fin de la vidéo. Mais réalisez qu'on est dans Doom. Cet environnement, ces formes de géométrie abstraites, c'est pas censé être possible. Si on ouvre cette porte, on trouve cette salle bizarre qui me dit quelque chose. C'est le layout de la maison, on est d'accord. Et également, vous risquez peut-être de sursauter comme beaucoup de personnes quand vous entendrez cet aboiement. Mais oui, il y a bien ce petit chien qui ne vous veut pas de mal et qui est tout mignon. On va essayer de pas le tuer. Cette zone du jeu, cette sorte de maison récursive et incohérente, brutaliste, est un casse-tête de géométrie incompréhensible et de perspectives faussées. Vous pourrez trouver des petits escaliers sur les côtés qui mènent de manière incompréhensible à une version plus grosse de l'étage précédent. Mais là, si vous êtes attentif, vous vous dites probablement que si l'étage est en version plus grande du précédent, ça veut peut-être dire que le chien aussi est plus grand ? Et vous auriez raison. Ce monstre est ultra dur à tuer et en plus de ça, il fait des dégâts de baiser. Donc on va essayer de l'ignorer, on va essayer de trouver d'autres portes à ouvrir, d'autres escaliers muraux pour lentement sortir de ce dédale. Et quand on ouvre cette porte, on tombe sur un objet qui ressemble à une citrouille. Quand on l'attrape, elle affiche Pumpkin Rick MDR. Mais alors que je me déplaçais dans le dédale de pierre, j'ai fait une mauvaise manip sur un des escaliers et je suis tombé. Le silence est oppressant dans ce lieu. Il y a des tonnes de portes dans ces escaliers, et elles ramènent à quelques endroits types. D'abord, elles peuvent amener à elles-mêmes, dans le sens qu'elles ramènent à un autre endroit du même escalier de manière illogique, mais également, elles amènent à ça. Cet endroit flottant dans le ciel. Mais aussi, elles peuvent amener à ça. De retour à la maison. Retournons dans le dédale brutaliste, franchissons ce tunnel qui amène à ouvrir ces portes et à nous donner ce frisbee. Les bons chiens sont des bons chiens. Mais également on peut aller dans ce couloir qui amène à ce trou, qui amène lui aussi à ce trou qui correspond à la baignoire dans le layout de la maison. Et là, on peut enfin s'échapper. Et... nouvel endroit. Une voiture ? C'est un parking souterrain ? Essayons de monter. Puis de descendre. Non,
C'est le même endroit qui se répète en boucle en fait. Prenons l'escalier et... un aéroport. Le jeu est vraiment tentaculaire. En explorant l'aéroport, on se rend compte que l'endroit ressemble encore et toujours au layout de la maison. C'est de plus en plus déroutant. On peut gagner un simple point de vie en franchissant le portique de sécurité et de détection de métaux. On a un mini endroit de restauration, une zone d'attente avant l'embarquement, un petit endroit de vente, un étage avec des tables comportant quelques mini-kits pour se heal, et enfin il y a des toilettes. Et à l'entrée des toilettes des femmes, il y a une boîte de pilules. Ramassons-la. Ravitaillement nécessaire. Ok. Et regardons un peu les toilettes. Oh. Oh merde. Bon, il est facile de mourir, surtout si on a pris un haut level de difficulté, mais une fois la menace éliminée, on peut sortir, prendre une autre boîte de pilules, disant cette fois-ci « Je me sens bien ». Et quand on se retourne, plus le moindre sang, plus la moindre menace, juste les toilettes des femmes par lesquelles on était entré sont devenues celles des hommes. En continuant de se balader dans cet aéroport, on comprend qu'il est vide et que ce vide est anormal. Il y a encore des valises dispersées partout, parfois des sacs éparpillés sur le sol, on trouve également ces dessins d'enfants. Et enfin, un tableau des départs. Il est 20h51 dans le jeu, et les vols avant cette heure-ci sont tous partis, mais les autres sont tous annulés. Paris à 21h09, cancelled. Pékin à 21h18, Knakeled, Beyrouth à 21h25, Knel El-Kad, 21h36, Maison, Kakenleld. Heureusement, à 21h49, le vol pour Dallas est à l'heure. Puis j'imagine que vous l'avez vu, car vous êtes abonné à ma chaîne et que maintenant vous avez l'habitude, mais il y a écrit Help Me dans les noms des vols, soit aidez-moi. Mais je doute que vous auriez vu ceci. Anna. C'est peut-être pas là par hasard. Peut-être qu'on aura des explications plus tard. Prenons la porte 4, celle du vol amenant à la maison, même si celui-ci a été annulé, et... changement d'ambiance. La technique ici est simple, on essaie de franchir tout ça le plus vite, pas la peine de les buter ces ennemis. Et ouais, quand on arrive au fond de l'avion, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Et juste, Géronimo. La maison a l'air dans un état un peu différent. Si avant elle était en train de brûler, là elle est juste abandonnée, délabrée. La nature reprend lentement ses droits. Elle est complètement vide, il n'y a vraiment rien de caché dans quelconque endroit. Donc naturellement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de sortir. Et... bien immobilier Navidson. Ça me dit quelque chose. Bon il n'y a plus rien. Ce qu'on peut faire, c'est changer de niveau. Et comme tout bon mode de Doom avec une seule map, franchir la sortie nous amène au deuxième niveau de Doom 2, Underhalls. Et ainsi se termine la première exploration. Je vais dire sans sourciller que 98% des joueurs qui ont fait la map sans en avoir entendu parler avant ont eu cette première partie de type. En vrai peut-être pas, il y a des gens qui s'arrêtent plus tôt. Mais ceux qui terminent la map ont cette fin. Cette fin où on voit la maison disparaître en montrant un terrain de vente, c'est la fin la plus commune des débuts d'un joueur. Évidemment, vous n'avez vu qu'une minuscule fraction de ce que la map cache. Quand les joueurs se sont trouvés en face de cette pancarte avec écrit que la maison était vendue, ça les a pas satisfaits. Il y a un sentiment de non-finalité assez terrible et donc les gens ont décidé de creuser un peu plus. Et vous pouvez voir tout ça dans le thread original qui a été posté sur Doom World avec le mod. Ce thread fourmi de découvertes qui sont réalisées au fur et à mesure du temps. C'est assez fascinant de suivre la progression de l'enquête réalisée par les joueurs. Il y a en vrai très peu d'indices cachés dans le jeu qui vous amènent à la fin de la map. On trouve ces quelques indices étonnamment en essayant de tricher. Si vous essayez d'activer le cheat code ID Behold, vous aurez un message dans la console du jeu disant « Le tableau du salon cache un indice ». Si vous trouvez tous les artefacts. Si vous essayez le cheat code pour obtenir la tronçonneuse, ID Choppers, un message apparaît disant «
Laissez l'entrée de la salle de bain intacte pour obtenir une récompense. Et enfin, si vous essayez de mettre le God Mode, vous rendant invincible, un texte apparaîtra disant « Mon reflet m'a fait un clin d'œil. J'ai recouvert le miroir dans le grenier par sécurité. » C'est pour ça le drap sur le miroir. Il y a quelques autres cheat codes qui donnent des informations un peu moins importantes. Le voyage est plus important que la destination. Mais le cheat code le plus intéressant, c'est selon moi celui pour désactiver le God Mode. Il n'y a aucune bonne issue à un incendie. Et elle est là l'info la plus importante. Le problème de cette première partie, c'est que j'ai fait brûler la maison en interagissant avec le compteur électrique. Il faut que j'arrive à sauver la maison pour peut-être débloquer la bonne fin du jeu. Mais comment faire? Et pourquoi? Le 9 et le 14 mars, on aura quelques explications à tout ça. Alors que l'utilisateur NoteJaba sur le forum avait trouvé l'intégralité de ses messages avec les cheat codes et qu'il essayait de comprendre comment on pouvait empêcher la maison de brûler, le lien Google Drive original sur lequel Veg avait posté sa map s'est rafraîchi. Très précisément, il a changé le 9 mars avec un fichier texte appelé journal. Et oh mon Dieu, c'est long. Il s'agit d'un journal intime de Steven Nelson lui-même qui va de la date du 4 août 2022 à la date du 9 mars 2023, date à laquelle l'upload du journal a été effectué sur le Google Drive. Lisons cette première entrée du journal intime, écrite le 4 août 2022 par Steven Nelson. Aujourd'hui, je me suis réveillé et j'ai appris la mort d'un vieil ami d'enfance qui est mort subitement. Je n'arrive pas à y croire. On était si proches quand on était plus jeune et je sens comme si une partie de ma vie venait de disparaître. Je me sens tellement impuissant, comme si je ne pouvais rien faire pour le ramener. Je me sens tellement triste, comme si mon cœur était lourd. Je ne peux m'empêcher de penser à tous les bons moments qu'on a eus en grandissant ensemble. Toutes nos aventures, nos secrets et même nos engueulades. Il me manque tellement et je n'arrive pas à croire qu'il est parti. J'ai du mal à me faire à cette nouvelle et c'est difficile de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. J'espère qu'écrire dans ce journal m'aidera à garder mes émotions et à accepter ce qui s'est passé. Je sais que mon ami aimerait que je me souvienne des bons moments et que je vive ma vie au maximum. Bon, comme vous pouvez le voir, ça va pas être un journal très joyeux. La première partie de celui-ci consiste en sa découverte de la mort de son ami d'enfance Tom, son passage à l'enterrement de celui-ci, mais également les discussions qu'il a pu avoir avec sa famille. Après la cérémonie, je suis rentré à la maison des parents de mon ami et j'ai passé quelques temps avec eux. On s'est rappelé de tous nos souvenirs. À la fin de la visite, ses parents m'ont donné quelques anciens objets personnels qui appartenaient à mon ami. J'étais surpris de trouver une pile d'anciennes disquettes contenant des backups de fichiers de Doom. C'était un moment assez émouvant. J'étais reconnaissant d'avoir ces objets afin de me rappeler de mon ami. Quand je rentrerai à la maison, je regarderai ses dessins et je verrai ce que je peux récupérer des disquettes. Alors, petite note, c'est pas très important, mais vous trouvez pas qu'il y a quand même 2-3 trucs chelous un peu dans la manière dont il écrit? D'abord, et je suis pas certain de ce que je vais dire, en général, aller à la maison de quelqu'un après un enterrement, surtout la maison des parents de quelqu'un, surtout en petit comité comme ça, c'est pas un truc plutôt destiné à la famille proche? Genre surtout quand c'est décrit comme un truc fait un peu en petit comité comme ça. Même un meilleur ami, c'est assez difficile de l'imaginer comme étant présent dans ce genre de comité. Mais là en plus, un vieux ami d'enfance, c'est comme ça qu'il le décrit. Un peu étrange. Et aussi, Steven semble éviter consciemment de mentionner le nom de Tom. Il en parle comme son ami d'enfance tout le long du journal, sauf à partir d'un petit moment, mais ça on en parlera plus tard. Est-ce qu'il essaye d'éviter le nom pour des raisons particulières? Comme s'il était déjà en train de vivre un deuil encore plus dur que ce qu'il devrait être? Peut-être. Revenons dans le Google Drive, parce qu'il y a plein d'autres fichiers intéressants dans le Google Drive qu'on peut croiser avec plusieurs moments du journal. D'abord, on a 3 dessins du carnet de dessins de Tom. La maison du jeu, un dessin du chien à 3 têtes qu'on croise à l'intérieur du jeu et une clé bleue de Doom. Très étrange. Steven en parle d'ailleurs de ces dessins à l'intérieur du journal. 18 août 2022. J'ai passé quelques temps à regarder le carnet de croquis de mon ami, au cas où quelque chose d'important s'y trouverait. Je ne m'attendais à rien et je n'étais définitivement pas préparé aux dessins étranges que j'ai trouvés à l'intérieur. Les croquis étaient généralement abstraits et sombres, avec beaucoup d'imagerie montrant la mort, la tristesse et le désespoir. Alors que je tournais les pages, le trait devenait de plus en plus sombre et j'ai commencé à sentir une vague de terreur. J'ai décidé que j'en avais vu assez et j'ai fermé le bouquin, me sentant légèrement secoué. Puis le journal continue, et on voit la lente découverte de l'intérieur des disquettes par Steven, et la découverte de la map My House dans un état non fini, et sa lente décision de la finir pour faire un hommage à son ami. Puis le 29 août 2022, on a pour la première fois une entrée un peu différente de l'habitude. Un type d'entrée qui va revenir assez souvent, qui ressemble un peu à une forme de journal des rêves, où il va décrire des cauchemars et des rêves qu'il expérimente régulièrement, et que l'on va noter à chaque fois, car chacun aura son importance. Dans l'entrée du 29 août 2022, il explique un cauchemar qui l'a particulièrement secoué. Dans ce rêve, il jouait au Lego avec Tom dans la maison, quand soudain celui-ci a disparu pendant un bref moment d'inattention. La maison était plongée dans un silence complet, jusqu'à ce qu'il sente de la fumée à l'étage. En montant, il voit la maison en lambeaux avec une fumée de plus en plus étouffante.
Il cherche et cherche son ami mais ne le trouve pas. J'ai commencé à paniquer et je me suis trouvé dehors dans la brume. J'étais seul mais je pouvais entendre des grondements au loin. Quand je me suis réveillé, j'ai prié pour que ce ne soit qu'un rêve. Mais je sais au fond de moi que c'était réel. Le pauvre Steven est en train de perdre les pédales. Autre chose assez sinistre avec ce rêve, il a été complètement barré, comme pour enfoncer un peu plus cette idée qu'il ne faut pas faire brûler la maison dans le jeu. Et c'est également la première fois que l'on voit un parallèle entre la vie de Steven, ou en particulier les visions et les cauchemars qu'il fait, et ce qui se passe dans le jeu. C'est pour ça qu'on va noter chacun de ses cauchemars et chacun de ses rêves, parce que peut-être qu'ils ont un rapport avec le dénouement du jeu. L'entrée du 2 septembre est l'une des plus intéressantes à mes yeux, car c'est celle qui selon moi te donne un nouveau vertige quant à la crédibilité de cette histoire. Dans celle-ci, il explique qu'il a posté des photos de la map sur les forums de Doomworld. Et quand on va sur le profil de Veg sur les forums, profil qui existait déjà en 2004 et qui postait en 2006, on remarque que oui, pendant quelques mois menant au poste de la map, Steven a interagi de nombreuses fois avec la communauté, demandant des avis sur les graphismes de sa map, demandant si les gens pouvaient comprendre qu'il demande de ne pas modifier la map qu'il voulait sortir dû à son penchant émotionnel, ce que la communauté a complètement compris d'ailleurs. On le voit demander des conseils de modding, mais aussi on le voit perdre le contrôle. Il demande à certaines personnes postant leur map s'ils trouvaient que leur map commençait à avoir une conscience propre, si les gens avaient des difficultés à dormir, etc., etc. Avant de continuer le journal, on va regarder 2-3 autres informations sur le Google Drive. Plus particulièrement, on va se pencher sur un fichier à l'intérieur de l'onglet Photos. Je sais que vous voulez retourner dans la maison, vous êtes curieux, je le sais. Mais vous allez voir que ce drive est la plus grande clé pour nous aider. C'est nécessaire et quand toutes les pièces vont inévitablement se connecter, ça va vous retourner le cerveau. Les autres photos du Google Drive, je les gardais pour après le journal. Je voulais juste vous montrer celle-ci. Un scan d'un avis de décès dans le journal de Tom. De son vrai nom, Thomas Allord. On y apprend qu'il est mort à 35 ans, qu'il est allé dans une école dans la ville de Plano, dans l'Illinois, qui est une ville qui existe vraiment d'ailleurs, et qu'il était en couple long terme avec quelqu'un du lycée, avec qui il avait vécu un long moment. On voit également qu'il gâtait son chat Scrambled, et c'est là qu'on se rappelle des litières, et qu'on se dit que c'est plutôt cohérent. On remarque également un gap d'1 mois dans le journal entre septembre et octobre, et ce pour une raison, Steven est obsédé par la création de la map. En octobre, il ne parle que de ça et de ce que les gens en penseront sur le forum Doomworld. Et ça va pas aller en s'améliorant. Je skip un peu l'ordre chronologique, mais le 13 novembre, il explique qu'il a du mal à se souvenir s'il avait travaillé sur la map à cause de son insomnie. Et également qu'il commence à remarquer que des trucs apparaissent dans la map sans qu'il les ait codés. Il en reparle encore le 7 décembre de cette map qui a l'air de se créer elle-même. Je rejoue à la map pour vérifier le travail que j'ai fait et je trouve tous ces nouveaux ajouts que je ne me souviens pas d'avoir mis. C'est comme si la map avait une conscience propre. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Peut-être que je suis juste crevé et que je n'arrive pas à réfléchir normalement. Peut-être que c'est un signe que je devrais me reposer. Mais n'allons pas trop vite. Revoyons un peu ces rêves qu'il décrit, Steven. Il y a quelques rêves qu'il décrit que l'on peut comprendre déjà. Par exemple, son rêve de la nuit du 14 janvier, un cauchemar où il s'est trouvé seul dans un avion en étant le seul passager incapable de reconnaître où il allait et où l'avion volait. L'avion s'est mis à trembler violemment et j'ai entendu un gros bruit provenant du moteur. Il raconte ensuite le crash de l'avion et son incapacité à communiquer avec le pilote à cause du bruit autour de lui. L'avion s'écrasant contre un bâtiment avant qu'il se réveille trempé de sueur. C'est inutile de vous dire à quel passage du jeu cela fait référence. On a également un rêve le 18 décembre 2022 faisant référence à un des messages apparaissant en faisant un cheat code. C'est un rêve qu'il a du mal à croire comme étant un rêve, le racontant plus comme une hallucination, arrivant au point culminant dans le journal de ses insomnies. Il était dans sa salle de bain en face de son miroir en train de se raser, puis il a regardé son reflet. Et celui-ci, sans prévenir, lui a fait un clin d'œil. Ça lui a tellement fait peur qu'il a jeté son rasoir contre le miroir, qui ne s'est pas brisé. Il raconte ensuite avoir mis sa main à travers celui-ci, et le fait qu'il a été capable de le traverser entièrement comme dans un tunnel. Il explique enfin qu'une fois de l'autre côté du miroir, il fut celui qui fit un clin d'œil à son reflet. C'était tellement irréel. J'avais l'impression que j'étais à ma place de l'autre côté du miroir. Il y avait quelque chose de réconfortant à être dans un miroir. Comme si c'était mon chez-moi. Je me suis réveillé en me sentant confus et choqué. J'ai du mal à croire que ce n'était qu'un rêve. On trouve d'autres cauchemars racontés par Steven à l'intérieur du journal qui ne font référence à rien que l'on connaisse du jeu cette fois-ci. On va également les noter car il semble que ce soit des indices pour la suite. D'abord, il nous parle d'un rêve où en se réveillant, il a entendu un bruit dans son grenier. Puis suivi un chemin de jouets l'amenant à une garderie abandonnée à la lisière de la ville, remplie de dessins d'enfants lugubres. C'est là qu'il s'est mis à entendre des bruits plus insistants de pleurs de bébés. C'était le même bruit étouffé qui provenait de son grenier. En suivant ces pleurs, il trouva un berceau avec à l'intérieur un bébé mort-né. Il décrit un autre rêve le 23 novembre 2022, où alors qu'il rêvait qu'il prenait un bain chaud, il s'est senti couler de plus en plus profond à l'intérieur avant de perdre son souffle.
Il explique avoir senti soudain une pulsion, comme si quelqu'un l'avait extirpé de l'eau, le laissant seul dans une cave souterraine, illuminée d'une lumière bleue. Le rêve se termine par Steven, tentant de s'enfuir de quelque chose d'invisible qui le traquait dans les profondeurs. Il me reste 2 entrées de journal et quelques photos à vous montrer avant de retourner définitivement dans le jeu. D'abord, l'entrée du 7 janvier. Je conduisais le long d'une route dans les bois quand soudain, ma voiture a quitté la route et s'est écrasée contre un arbre. Je me suis réveillé dans le siège conducteur avec une jambe blessée et saignante. J'avais la tête qui tournait et je me sentais désorienté. Je me suis traîné hors de la voiture et j'ai boité à travers les bois dans l'espoir de trouver de l'aide. Ma jambe me faisait souffrir et j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. À travers les arbres, j'ai vu les lumières d'une station-service isolée. J'étais rassuré de l'avoir ouverte, mais j'ai réalisé par la suite que personne n'était là. Je n'avais pas la moindre idée de où tout le monde avait pu aller. Alors que je me tenais là, j'ai entendu des bruits étranges provenant des bois autour de moi. J'étais trop effrayé pour voir ce qui se passait. Alors je suis resté là, effrayé et seul. Soudain, j'ai entendu une voiture au loin et j'ai boité vers elle. Dieu merci, c'était un chauffeur de taxi qui a pu m'emmener à l'hôpital. Je me suis finalement réveillé avec des sueurs froides, sans savoir si j'étais soulagé ou déçu que ce ne soit qu'un rêve. Gardez bien ça en tête. On va marquer tout ça dans les notes et on va finir avec la dernière entrée que je veux vous montrer. Cette entrée, c'est celle du 14 février 2023. Celle de la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à la seule personne que je n'ai jamais aimée. Pour un bref moment, tu as apporté un peu de bonheur dans cette douloureuse existence que l'on appelle la vie. J'espère que l'on pourra être ensemble à nouveau un jour. Pour l'instant, je vais continuer à chercher cette autre personne qui pourrait être le rayon de lumière dans ma vie que tu as pu être. Ok. Que pouvez-vous nous dire de ce journal? Même si on n'a pas tout lu encore, hein, je vous en ai gardé encore quelques-unes d'importantes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce journal? D'abord, Steven fait vraiment de la peine. Je vous épargne beaucoup, mais c'est clair que les événements l'ont dévasté et qu'il n'est pas à sa première perte dans sa vie, étant donné qu'il semble avoir également perdu l'amour de sa vie. On remarque aussi un rapport malsain avec la map qu'il crée, son quotidien et son deuil. C'est comme si le deuil détruisait sa santé mentale et que la map se modifiait en fonction de ses cauchemars et de son état, la transformant en cet espace désolé plein de malheur et de confusion. Également dans le journal, il ne parle pas que de My House. Il parle en réalité de 2 maps. Il y a la map qui se modifie elle-même et la map normale, en format .wad, et non pas en format .pk3, qui elle reste inchangée. Et figurez-vous que cette map, dans l'onglet Files, est bien disponible dans une archive au sein des fichiers du Google Drive. Et si vous y jouez, vous n'aurez aucun événement étrange. La map en format .pk3 semble être donc un miroir de la santé mentale de Steven. Peut-être autre chose, peut-être qu'elle a vraiment une conscience propre. C'est étrange. Petit détail aussi, le mot maison ou house dans le journal est toujours écrit en bleu. Non, c'est chelou, on est d'accord, hein. Il n'y a pas d'hyperlien, il n'y a pas de raison particulière à ce que ce mot soit écrit en bleu à chaque fois. Ça me rappelle un truc. Maintenant qu'on a tout ce contexte, retournons dans les photos de l'archive. Vous le sentez maintenant? Ce sentiment étrange et malsain quand vous voyez les photos de la maison de l'époque? Le sentiment qu'il y a plus derrière? Ce sentiment étrange quand vous voyez ces 3 portes les unes à côté des autres? Et cette impression étrange quand vous voyez cette station-service dans les bois qui est censée venir d'un rêve? Est-ce que vous aussi vous retrouvez à la place de Steven? À ne pas savoir ce qui est un rêve ou ce qui est la réalité? Et c'est quoi cette photo-là? C'est trop bizarre. Et ce fichier de texte qu'on a ignoré car c'est juste des mentions légales et des précisions pour jouer au mode avant de le télécharger? Ben, lisons-le peut-être. On ne doit pas utiliser les maps de cette boîte, Creative Commons, ok, ne pas copier ou redistribuer. J'ai essayé de supprimer... Attends. J'ai essayé de supprimer cette map, mais elle continue de changer et d'évoluer sans le moindre ajout personnel? Ce qui commençait comme un hommage à mon ami perdu a consumé ma vie entière. Alors que cette map a grandi au-delà de ce que j'avais créé, j'ai souffert de paranoïa et d'insomnie, ça m'a consumé, ne la laissez pas vous consumer aussi. Supprimez-la, ne me créditez pas, ne me contactez pas, n'essayez pas de l'utiliser pour des raisons commerciales, ne la remixez, transformez ou continuez pas. J'ai essayé de l'empêcher d'aller sur internet, mais elle a trouvé un moyen de finir en ligne. Elle continue de changer. Elle veut que vous vous sentiez triste, seul, désespéré, ne la laissez pas gagner, ne jouez pas. Oh bordel, où peut-on trouver ce fichier décrit dans ce fichier texte? Non. Ok, c'est vrai, mais tout ce que ça me donne envie de faire, c'est de continuer d'explorer le jeu en fait. Alors plongeons pour notre deuxième exploration. Mais avant, jouez au jeu! Je suis sérieux, si vous continuez cette vidéo, l'intégralité de myhouse.wad, jusque dans ses détails les plus précis et les plus incongrus, va vous être spoilée.
Si vous faites partie des chanceux qui n'ont pas encore joué et qui n'en avaient pas entendu parler avant, prenez toutes les infos que je vous ai données, installez Jeezy Doom, achetez Doom 2, et si c'est pas déjà fait, jouez à la map. Je vous promets que trouver tout ça par vous-même tout seul est un truc que vous pourrez rarement expérimenter autre part. Pour ceux qui ont déjà joué, ceux qui sont certains de ne pas vouloir acheter Doom 2 et faire tout ça, ceux qui ont vraiment juste la flemme et qui veulent avoir les réponses maintenant, tout de suite, allons-y, plongeons dans myhouse.wad une seconde fois. Cette deuxième exploration de la map va être un peu différente de la première. Déjà, le chemin sera très différent, mais je vais aussi pointer du doigt des trucs que vous avez dû manquer, sauf si vous êtes un nerd de Doom classique. D'abord, revenons là où nous étions. Nous venions de voir la maison disparaître devant nos yeux et nous venions de quitter la map pour aller au deuxième niveau du jeu de Doom. Il y a un message caché dans un cheat code que je vous ai pas encore révélé, qui dit ceci. Si vous vous retrouvez à explorer une autre map, prenez le Super Shotgun avec vous. C'est quoi le Super Shotgun? C'est une version améliorée et bien plus puissante que le fusil à pompe de base. Quand on termine le jeu comme ça avec la mauvaise fin, bah on va vers une autre map, le deuxième niveau de Doom. Qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième niveau de Doom? Le Super Shotgun. Donc mon conseil, c'est de faire ce niveau de Doom. Et il y a quand même des trucs un peu bizarres avec ce niveau en vrai. Il est parfaitement normal, hein, mais vous remarquerez juste un détail bizarre si vous êtes très habitué au jeu. Vous êtes un peu plus grand. Donc on va trouver le Super Shotgun, et quand on termine le niveau, alors qu'on est censé passer au niveau 3, intitulé The Gauntlet, le jeu fait une boucle, et renvoie le joueur dans myhouse.wad. Sauf que cette fois-ci, vous gardez les armes du précédent niveau. Ce qui va être très utile. En arrivant dans la map à nouveau, on se rend compte que cette maison, appelée la première maison, est faite pour avoir l'air plus grossière et donner l'impression à un joueur qu'il n'est pas en face de quelque chose de spécial lors de sa première partie. Par exemple, comme je vous l'avais dit, faire un étage au-dessus d'un autre est impossible dans le moteur de Doom. Et pour simuler cet effet, on téléporte en fait le joueur lorsqu'il s'apprête à franchir la porte d'en bas dans une autre maison, où l'étage du bas existe. Et si vous regardez vers le haut quand vous franchissez cette porte, on voit ce changement soudain de géométrie. C'est un des seuls endroits du jeu où on peut voir ce changement grossier. Et c'est, je pense, fait exprès, pour donner l'impression que la map n'est pas si impressionnante que ça. Alors que plus tard dans le jeu, ouais, le moteur est beaucoup plus déformé et c'est beaucoup plus difficile à faire. Bon, tuons rapidement les monstres, chopons les clés et sortons de la maison. Faisons le tour et revenons dans la maison. Petite chose que j'ai volontairement choisi de ne pas vous dire, c'est que la map essaye délibérément de jouer avec le cerveau des joueurs habitués de Doom. Par exemple, je ne sais pas si vous aviez vu, mais quand vous entrez dans ce qu'on appelle la deuxième maison, les animations des armes changent. Elles sont beaucoup plus fluides et sont en fait des sprites empruntés au mode Smooth Doom, un mode très populaire dans la communauté qui rend le jeu beaucoup plus fluide en rajoutant des frames aux animations du jeu. Le jeu essaye perpétuellement de vous donner l'impression que quelque chose ne va pas, que ce soit en changeant la manière dont les portes s'ouvrent, changeant les bruitages et donc les animations. Et c'est ouf à quel point la deuxième maison, quand on se focalise sur les détails, est en réalité beaucoup plus détaillée. Bon alors pareil que la dernière fois, on va prendre les crânes, chercher la canette de Pepsi, le milkshake, aller chercher le t-shirt vert qui nous donne de l'armure, et maintenant, revenons dans le salon. Les cadres avec 8 emplacements vides. Depuis qu'on a pris les objets, une glace et un soda sont apparus. Vous l'avez compris, notre objectif c'est de ramasser ces 8 objets, et on en a vu un paquet d'autres objets lors de notre première exploration. Peut-être même plus que 8. C'est bien, au moins on a un objectif et on est moins dans le flou. Mais juste, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On entend toujours le bruit du disjoncteur électrique qui nous taunte en bas. Il attire l'œil et on a vraiment envie d'aller l'actionner parce que c'est assez facile après d'aller dans l'autre maison. Mais on sait qu'on ne doit pas le faire car il faut éviter l'incendie à tout prix. Alors ressortons nos notes. Parmi tous ces cauchemars provenant du journal qui semblent applicables à la maison dans notre situation, il y a l'incendie, le truc que l'on veut éviter, mais également le truc avec le miroir à l'étage. Dans ce rêve, il explique qu'il arrivait à traverser le miroir. Allons regarder le miroir dans le grenier et on peut toujours pas le traverser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon reflet m'a fait un clin d'œil. Il était dans la salle de bain quand son rêve a commencé. Et il y a une salle de bain en particulier qui a un grand miroir. Un miroir suffisamment grand pour qu'on puisse le traverser. Bon allez, essayons de l'atteindre. Oh! Bienvenue dans le monde miroir.
La maison miroir est un environnement quasi identique à la deuxième maison. Elle est juste inversée, les sons sont inversés, mais sinon c'est extrêmement similaire. Dans la cuisine, on trouve une bouteille de vin qui affiche « Drunk Buddy ». Expression qui n'a pas vraiment de traduction, mais avoir un drunk buddy, c'est être pote avec quelqu'un parce que vous buvez tous les deux. Genre à un bar, un peu comme cette photo avec Steven et Tom, qui est prise dans un bar. Peut-être que j'étire un peu le truc. D'ailleurs, regardez ici. Oui, on n'a pas que 8 objets à trouver. Il y en a 16 en tout. En allant dans le grenier, on peut enfin ramasser l'objet qu'on voyait à travers le miroir. C'est en fait une boule de Noël qui affiche « Noël me rend heureux ». Et quand on se retourne, on trouve un lit pour bébé. À l'intérieur, il y a un objet, un biberon, qui, une fois ramassé, affiche « Ce n'était pas censé se produire ». C'est d'un coup beaucoup plus sombre. C'est pas le premier objet qui indique une enfance difficile. Il y avait déjà tous les objets dans la maison brûlée qui semblaient indiquer qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange, quelque chose de véritablement traumatisant qui avait pu se passer dans la vie de Steven ou alors dans la vie de Tom. On n'en sait rien en vrai. Il y a également la différence flagrante entre le message qu'affiche la bouteille de Pepsi et celui qu'affiche le milkshake. L'un dit I want pop, c'est une expression assez enfantine, assez simple. En plus, le design de la canette des Pepsi est plutôt vieillot. Il semblerait vraiment que ce soit un truc qui se passe très tôt dans la vie. Et le deuxième, The kid needs a milkshake. L'enfant a besoin d'un milkshake. Besoin. Il y a un certain détachement quand même, on dirait que c'est des parents qui parlent de leur gosse, comme si un adulte parlait de son enfant de manière plus désintéressée. Et étonnamment, ce moment où il y a un peu plus de détachement se passe dans une maison qui a l'air beaucoup plus moderne, parce que le temps est passé. Bah, peut-être que j'étire, mais ce message, ce n'était pas censé se produire. Clairement, il y a un truc qui a cloché dans la vie. Si on continue d'explorer le monde inversé, on ne trouve rien de plus. Donc revenons à travers le miroir pour voir si ça a changé de l'autre côté. Et ça a changé de l'autre côté. C'est nouveau ça. Les boules en plastique forment un chemin, comme dans le cauchemar que Steven avait décrit dans son journal. Suivons le chemin qui nous amène à l'étage du bas, jusqu'au bureau, et quand on ouvre l'armoire... Ok. Ok. On est dans la garderie, la même que dans le cauchemar. Alors, outre ce dessin légèrement creepy de Shrek, on trouve plusieurs trucs intéressants. Des dessins légèrement dérangeants sur les murs, un objet, une balle de baseball avec écrit « Autographe par J.J. Hardy », un genre de baseball du Wisconsin, et un paquet de crayons. Livre de coloriage pour adultes. Ok. On trouve également ce détail, un chemin vers la maison, bloqué par un grillage fait pour bloquer les bébés, et également du sang sur le sol de cette cuisine. Par la vitre de la porte qui mène vers l'extérieur, on voit un parking dans la nuit avec une unique voiture, de la même manière que quand on était dans l'aéroport. Il y a également ça dans l'armoire. Donc cette horreur, c'est en fait un costume de clown. Et quand on revient sur nos pas, où est Shrek? Il a disparu, on est d'accord, hein? Bon, trouvons une sortie. On peut pas partir par la maison, on peut pas retourner dans le toboggan jaune. Vérifions les pièces et une porte vient d'apparaître. Elle était pas là avant? Bon, allons-y. Oh merde. Tuer Shrek demande un paquet de munitions. Et je ne pensais pas que j'allais dire cette phrase un jour dans Findings. Mais avant de le tuer, j'aimerais bien comprendre une chose. Alors je vais ouvrir la console du jeu et je vais utiliser le cheat code Line Target qui permet pour chaque ennemi contre le viseur de notre arme d'obtenir des informations sur celui-ci. En l'occurrence ici, on apprend que le vrai nom de l'ennemi représenté par Shrek, c'est Cauchemar d'enfance. Bon, ça explique un peu mieux l'existence de Shrek dans le jeu, ça aurait donc un rapport avec les cauchemars d'enfance de Steven ou de Tom, probablement de Steven, et sur cette chaîne, on ne juge pas les traumas d'enfance. Une fois abattu, l'ennemi lâche une clé. Clé qui permet de... Ah oui, sans qu'on s'en rende compte, la garderie a disparu en fait. Ce mode est impressionnant. Donc on peut ouvrir ce portail, ouvrir cette porte et on est de retour dans la maison. Même si pas vraiment. On l'a jamais quittée en réalité. Cette garderie, elle était aussi basée sur les fondations de la maison. Comme chaque endroit qu'on a visité en réalité depuis le début. C'est pas pour rien qu'il y avait un couloir qui menait vers la maison. Bref. Que faire maintenant? Bon bah ressortons le journal.
Le cauchemar suivant qui pourrait nous aider, peut-être que ce serait celui où il était dans son bain. Tiens, pourquoi il y a un 3 rouge là? Attends, je vais vérifier un truc juste. Le miroir. Ouais, le miroir, il y avait un 1 rouge. Il y a d'autres chiffres rouges sur le journal? 1, 2, 3. Il n'y a que 1, 2, 3. Oh mon dieu, c'est l'ordre des événements. Donc là, on est sûr que le cauchemar qu'il nous faut là, c'est celui où il était dans son bain et qu'il s'enfonce et se noie dedans. Peut-être que comme pour le miroir, on peut aller dans le bain? Non. À ce moment-là, énormément de joueurs, même des joueurs les plus expérimentés, restent bloqués. Les gens restent bloqués suffisamment longtemps que soit ils considèrent que c'est le moment où c'est bon, ils peuvent démarrer l'incendie. Faut pas faire ça, vraiment. Hein. Il n'y a jamais de bonnes issues à un incendie. Mais il y a également des moments où certaines personnes se mettent à interagir avec strictement tous les objets présents dans la maison. Et à force d'interagir avec des objets, particulièrement dans la salle où il y a le bain, on se rend compte que... Au cas où ce bruit de ouf, c'est le bruit quand tu interagis avec un objet et que rien ne se passe. Et à chaque fois qu'un lavabo est rempli par l'interaction d'un joueur, le niveau de l'eau dans la salle de bain augmente légèrement. Ouvrons chaque lavabo du coup. Alors tac, 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 tac. Maintenant... Oh. Comme dans le rêve de Steven, on se noie. Si on attend trop en bas du bain, on finit par manquer d'air. Et quand on revient à la surface, la maison est complètement inondée. Inutile de vous dire que Doom n'a pas de mécanique de nage, hein. Ce serait un peu trop normal sinon pour ce mode. Déplaçons-nous avec difficulté dans l'eau qui recouvre le sol. Allons à l'étage du bas, car on n'a pas trop le choix. Et... Tiens, l'eau est beaucoup plus belle d'un coup en bas. Il y a même des effets de reflets, ce qui, dans le moteur de Doom, devient particulièrement difficile à gérer. Allons dans le couloir du bas, rien dans les pièces. Certaines portes sont d'ailleurs condamnées. Bon, revenons donc sur nos pas. Ah, ok. Vous avez sûrement la ref. Les effets sont magnifiques dans cet endroit, hein, par rapport à ce que le moteur de Doom est capable de faire. C'est assez impressionnant d'arriver à faire ça. Mais une fois arrivé ici, je vous déconseille de trop attendre. Rappelez-vous dans le rêve. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais dans une cave souterraine, illuminée par de lugubres faibles lumières bleues. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine quand j'ai réalisé que j'étais pourchassé par quelque chose d'invisible. Bon, on va essayer d'éviter ces apparitions et de trouver un chemin. C'est ouf, mais le layout rappelle encore la maison, ça devient particulièrement oppressant. Peu importe où on va, elle revient à nous. D'ailleurs là, vous devez peut-être vous demander pourquoi il y a cet enfoncement dans le sol. Ben c'est simple, pendant la première fois où j'ai fait cette partie du jeu et que je l'enregistrais, ben moi, au lieu de faire ce que je vous ai montré là avec le couloir qui se fait à l'infini où tu tournes en rond, etc. et ça t'amène dans cet endroit, ben moi juste, je suis retourné en arrière à cet endroit-là. Voilà. Comme quoi le jeu est complet. Bon, rentrons dans les vestiaires. Évidemment, c'est un mini labyrinthe. Après 1 minute ou 2 à essayer de retrouver son chemin et à inévitablement revenir à la case départ de façon illogique, on arrive à la piscine. L'endroit a une atmosphère assez calme, mis à part ce poisson qui a l'air franchement pas commode à l'intérieur, mais il garde un objet que je veux. C'est d'ailleurs visiblement un des jeux de rôle. Bon bah vous savez quoi, hein, je vais me jeter à l'eau et essayer de choper l'objet. Jeter le dé pour une relation sexuelle. Je vous promets qu'il y a une explication, peut-être, à ce message. Maintenant qu'on a l'objet, il faut s'enfuir par ce tunnel. On descend et évidemment c'est une course d'obstacles contre la montre, étant donné que votre air finira inévitablement par vous manquer. Heureusement il y a une colonne d'air ici pour respirer un coup, mais il y en a aussi une autre qui est un piège, ce qui est vraiment bâtard. Et enfin, au terme de ce mini dédale, on arrive ici.
L'environnement est surréaliste. C'est un passage particulièrement difficile d'ailleurs. Je vous conseille de bien sauvegarder ici. Il y a ces ennemis au loin qui essayent de vous tirer dessus avec des projectiles. Mais heureusement, c'est assez esquivable. Et voyez les 8 pixels qui se battent au-dessus de cette plateforme? C'est un objet. Mais comment l'atteindre? Bon, on va essayer d'avancer en évitant tous les projectiles. Oh bordel. Allez, on essaie une deuxième. Allez, encore une fois. Bon, j'imagine qu'il faut aller le plus vite possible, mais comment faire pour ramasser cet objet? On remarque qu'au milieu de ce chemin, il y a une dalle noire sombre qui marque le moment où les ennemis apparaissent et où en général... Voilà, mais cette dalle est également parfaitement perpendiculaire à la plateforme. Vous pensez que peut-être que... C'était ça. Ramassons l'objet, c'est une bague. Oui, je le veux. Non, Steven était marié avec cette personne dont il parlait dans le journal à la Saint-Valentin. C'était plus que sérieux tout ça. D'ailleurs, je trouve l'image assez belle. Pour ramasser un objet qui signifie le mariage, il faut vouloir suffisamment celui-ci et croire suffisamment en soi-même pour arriver à faire quelque chose de potentiellement impossible. Je trouve ça assez beau comme image en vrai. Bon, ça n'empêche que même après avoir eu l'objet, ouais. Mais après quelques essais, en allant suffisamment vite, on peut enfin partir. C'est bon. On a trouvé comment aller dans la maison brutaliste, sans pour autant brûler la maison originale. C'est une avancée massive. Et d'ailleurs, ici, on trouve ça, ce qui va nous être utile. Bon, cette fois-ci, on va sauvegarder et essayer de ne pas tomber. Refaisons la série d'énigmes, ramassons la citrouille, passons ici. Oh. Le jeu est vraiment doué pour faire peur avec peu, c'est ouf. Passons dans ce trou qui nous amène à la niche avec le frisbee et... le problème, c'est que la dernière fois, on est parti assez vite. Mais je me demande un truc. C'est quoi ça? Cette porte-là? Le jeu a toujours récompensé ma curiosité jusqu'à maintenant. Est-ce que ce serait le cas encore une fois? Ah, ça amène à cet objet. Donc cherchons un moyen d'y aller. Après quelques minutes à essayer de trouver comment faire, et également essayer de s'y retrouver, on finit par trouver cette canalisation qui amène ici. Bon, faut pas se louper, sauter sur la fondation et... Je suis très mauvais aux jeux vidéo. C'est bon. Les chatons adorent le thon. Peut-être une référence au chat de Tom? Bon, descendons et rendons-nous là-bas en évitant le gros chien. Et enfin... Nous sommes dans l'aéroport. Dans l'aéroport, on avait manqué quelques trucs. D'abord, dans la boutique de souvenirs, si vous interagissez avec ce vêtement, vous obtenez 200% d'armure. Et aussi, rappelez-vous, dans les messages cachés dans les cheat codes, on trouvait 2-3 trucs intéressants, dont ce message. Laissez l'entrée de la salle de bain intacte pour obtenir une putain de récompense. Bon, allons dans les toilettes, couvrons de sang toute la pièce et juste... laissons l'entrée propre. Voilà l'arme la plus puissante du jeu. Voilà. Bon, défonçons ces ennemis qui vont apparaître. Je suis vraiment trop mauvais, c'est chaud. Mais en vrai, attendez. Depuis le début du jeu, à chaque fois que je meurs, comme rien ne se passe, je reload ma save. Et je voulais pas trop faire en sorte que ma vidéo ressemble à celle de Power Pack. Mais là, il n'y a pas trop d'autres manières de faire pour présenter un des trucs les plus fascinants du jeu. Donc du coup, au lieu de recharger une autre sauvegarde, attendons après la mort. Oh. Il s'écoule un moment excessivement long avant que le contrôle du personnage nous soit redonné. Et quand c'est le cas, on est dans une chambre d'hôpital. Sortons. L'hôpital est plongé dans un silence perçant, comme s'il était abandonné. Sauf qu'à force de longer les murs à la recherche de quelque chose à faire, on entend un autre bruit. Le bip d'un électrocardiogramme plat. Quelqu'un est en train de mourir. En cherchant un peu plus dans l'hôpital, on trouve une clé
qui mène à la pièce en question. Avant d'aller dans la chambre d'hôpital, on peut se rendre compte que les toilettes sont accessibles et qu'elles ont l'air assez délabrées, plus particulièrement les toilettes des hommes, où la lumière clignote, comme si elle avait du mal à fonctionner. Quand on entre dans la chambre, quelqu'un nous regarde. Une silhouette menaçante qui ne nous lâche pas du regard, élevée alors que les machines l'annoncent décédée. On attrape une boîte de pilules. Ravitaillement nécessaire. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'utiliser le défibrillateur. Et on est en vie à nouveau. Bon, nous ne mourrons pas cette fois-ci, et enfin, c'est fait. Et on peut sortir de la salle de bain. Il n'y a pas de consensus sur ce que le passage dans l'hôpital peut bien signifier, mais il y a des théories qu'on développera peut-être un peu plus tard. Néanmoins, d'un point de vue effectif, ce passage sert de seconde chance si vous décédez à un endroit clé. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois. Après, c'est game over. Sortons de la pièce en attrapant les pilules. Allons dans l'avion. Là, on a tous les objets normalement, non? Vérifions dans le salon? Ouais. Puis dans le salon du miroir maintenant? Ah. Il nous en manque un. Encore une fois, on peut retourner les deux maisons et on ne remarquera rien qui a vraiment changé, à l'exception d'un truc. C'est le jardin là, avec le piédestal. Comment ouvrir la porte comme sur le tableau? Bah, interagissons avec le mur. Rien. Interagissons sur toute la longueur du mur et... Oh. Le milieu de la forêt. Une route. On est dans le rêve avec l'accident de voiture, vous pensez? C'est définitivement le cas. La voiture est ensanglantée et il s'émane de celle-ci une chanson très particulière. Seb en avait parlé dans une vidéo. Et il s'agit d'une musique sans nom qui est surnommée la musique la plus mystérieuse d'Internet. C'est un morceau qu'un individu qui enregistrait la radio il y a longtemps pour pouvoir réécouter ce qu'il y entendait a publié sur Internet en espérant pouvoir le retrouver. Ça fait depuis 2007 que le morceau tourne sur Internet et que malgré les efforts de recherche les plus impressionnants que j'ai pu voir sur Internet, personne ne sait qui a fait ce morceau, quand il a été fait, et même les paroles ne sont pas claires. C'est un sujet pour une toute autre fois. Si on écoute attentivement d'ailleurs dans le jeu, on entend un bruit supplémentaire, celui qui émet une voiture quand la ceinture de sécurité n'est pas mise. Suivons le chemin de sang qui amène, comme dans le cauchemar de Steven, à une station-service Shell. Juste le S marche pas très bien. À l'intérieur de la station-service, alors qu'une musique stock douce se joue, on trouve plusieurs affiches publicitaires, une machine à sludgy, et à l'intérieur de cette pièce, on trouve le 16e et dernier objet, une manette Atari avec écrit « C'est mon tour ». Ok. D'ailleurs, la machine à sludgy, c'est pas un détail que j'ai donné au pif. Si vous interagissez avec, elle vous restaure l'intégralité de votre santé. Pourquoi ils nous font ce cadeau alors qu'on approche de la fin du jeu, j'en sais rien, mais ça me met pas forcément en confiance. Ok, maintenant il nous reste juste à regarder la salle de bain de la station-service. Comme ça c'est fait et... Je m'y ferai jamais. Bon, maintenant on fait quoi? On a tous les objets, aucune peinture n'a changé dans la maison. Checkons peut-être le monde miroir. Ok, ça a changé. On y voit un feu de camp et la station essence qu'on venait de voir. Vous pensez que le portail vers la forêt fonctionne aussi dans le monde miroir? Essayez de pas trop vous perdre dans la forêt. Encore une fois, cette inversion d'essence dans le monde miroir peut facilement vous perdre. Surtout que cette fois-ci, ce n'est plus une voiture qu'on cherche, mais une simple lampe torche, posée sur le sol, qui nous mène à la station essence.
Elle a été complètement saccagée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un crime? Un meurtre? On peut aller à l'intérieur par l'arrière, les portes sont condamnées, la salle de bain est condamnée aussi. On trouve quand même le lance-roquette dans cette pièce. Bon, sortons de là. Nous, on cherche un feu de camp. Partons vers la petite route ici avec l'arrêt de bus. Continuer dans la même direction vous fait vous rendre compte que l'espace boucle. Mais si vous levez les yeux, vous verrez peut-être à un moment une colonne de fumée s'élançant au loin. En essayant de la rejoindre, vous tomberez sur ce petit espace menant à un feu de camp. C'est cosy. On dirait un vieux souvenir. S plus A? S c'est Steven, mais A, c'est qui? Peut-être que c'est la fameuse Anna dont on avait pu lire le nom précédemment, cachée dans l'aéroport. Mais ça paraît pas trop vrai. Ça aurait plus de place dans les notes de Steven si c'était le cas. Et même le Anna, on n'est même pas sûr que c'est vraiment un truc caché. Si c'était un nom qui avait autant d'importance, on trouverait ce nom plus loin dans le jeu. Bon, regardons un peu nos notes. Ok. Le journal, rien à propos de quelqu'un qui s'appelle A. Les photos non plus. La vie de décès de Tom. Peut-être que les membres de la famille ont un nom commençant avec un A. Alors, Thomas Allord, mort le... Allord. Oh mon dieu, Steven et Tom étaient en couple en fait. Ah putain. En vrai, c'est l'effet qui est censé vous procurer le S plus A quand vous le voyez. L'objectif, c'est de vous faire voir l'intégralité du jeu, du journal de Steven, différemment. Si vous re-regardez depuis le début, vous verrez que ça fait profondément sens. Le fait qu'il soit proche de la famille lors de l'enterrement et qu'on lui donne des affaires personnelles, le profond deuil de Steven, le fait qu'il refuse d'appeler Tom par son nom dans son journal, jusqu'à ce qu'on arrive au 14 février, et qu'il soit rappelé de la relation, et qu'après ça, il parle de lui en donnant son nom. Tout colle. Genre vraiment tout. Surtout qu'il y a un petit détail qui va arriver bientôt qui le confirme à 100%. C'est pas que anecdotique. Vous regardez une romance gay depuis le début. Évidemment, c'est plus que ça. Si on interagit avec le S plus A, une porte s'ouvre, menant à un endroit beaucoup plus éclairé. Si on franchit cette porte, on se retrouve sur une plage. Ça fait du bien. Le calme après un jeu comme ça fait vraiment du bien. Mais vous le sentez ou pas? Genre ce manque de finalité. Quand on appuie sur Tab, on voit bien qu'il manque un secret. Le S plus A sur la plage, il a été effacé, laissant Steven seul. Je le savais. On est dans une illusion. Cette map est quand même extrêmement bien foutue, c'est flippant. Bon, il est temps de sortir un truc que j'ai volontairement laissé de côté. Ça fait très la vidéo de Powerpack, hein, de sortir ça ici et de lire ce que je vais vous lire comme ça. Mais je ne trouvais pas d'autre manière de raconter l'histoire. Laissez-moi vous lire l'entrée du journal de Steven qui est la plus importante. Après, je ne sais même pas si on peut parler d'une entrée de journal, vous allez voir. Déjà, juste en voyant l'entrée du journal, vous comprenez que c'est un peu le point culminant de la descente dans la folie de Steven. Je n'arrive plus à voir quels éléments de la map sont de mon ami, lesquels sont de moi et lesquels ont été créés par la map. Je n'ai plus peur que la map se crée elle-même. Elle a besoin de moi autant que j'ai besoin d'elle. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait la nuit dernière. Je ne dors plus beaucoup, mais je me souviens de celui-ci avec une clarté surprenante. Je me tenais sur une plage observant l'eau placide, l'océan s'étendant jusqu'à l'horizon. J'ai plongé mes pieds dans l'eau, du moins j'ai essayé. Il n'y avait pas d'eau, pas d'océan. Ce n'était qu'une illusion. J'ai réalisé que tout autour de moi était faux. Ce n'était qu'une pièce en un acte et j'étais Willy Loman, un idiot qui croyait en quelque chose de plus grand. Mais il n'y avait pas de bonheur à trouver. Je me suis baladé sur le plateau pour me retrouver dans le néant. C'était la fin des temps. Aucune joie, aucune misère, aucune tristesse. Que du vide. Les hommes de foi nous disent que la vie après la mort est l'éternité. Mais est-il possible de rester sain d'esprit pour l'éternité? Un jour passe dans le vide, un mois, une année, 2, 5, 10. Est-ce une éternité? 20 ans? 100 ans? 1000 ans? Je suis assis dans cette pièce depuis 1 million d'années maintenant, entretenant ces mêmes pensées, me posant les mêmes questions et ruminant chaque erreur de ma vie, angoissant pour elle pendant des siècles. 1 milliard d'années à présent. Double le nombre. Maintenant double-le encore. Je ne suis en aucun cas proche de la fin de l'éternité. Je prie pour la mort, mais elle ne vient jamais. Juste moi, mes pensées, et mes erreurs, et mes insécurités, et mes regrets, et ma solitude.
Quelque part dans un autre rêve, la version de moi qui m'a fait un clin d'œil est assise sur une vraie plage, heureuse et satisfaite, au courant de la finitude de la vie. Il n'y a pas de vie après la mort. Et le bonheur est trouvé dans les petites choses autour de nous que l'on peut contrôler. On doit se battre pour le bonheur. Et si on se battait pour le bonheur? Là, je pars assez vite parce qu'aussitôt qu'on part, le feu du camp se transforme en ennemi invincible qui nous traque sans faille. On doit rentrer dans la maison. C'est bon, on y est. Alors trouvons vite le miroir. Oh mon Dieu! Oh bordel! Vite, trouvons la station essence. C'est étonnamment calme. Oh merde! Bon, on pourra définitivement pas tuer tout ça, donc esquivons les ennemis le plus vite possible. Où est le feu de camp? Là, je le vois. Enfin. Bon. Voilà. Maintenant, essayons de faire sens de tout ça. Pour ceux qui se posent la question, oui, ça c'est la bonne fin. C'est pas la seule fin qui reste, et je vous ai pas montré tout ce qui se cachait à l'intérieur du mode pour l'instant. Il reste encore des trucs. Alors avant de commencer à parler de théorie, d'histoire, etc., je vous ai ouvert quelques portes, mais il y a encore plein de choses à dire. Analysons un peu le mode. MyHouse.wad est un des trucs les plus impressionnants que j'ai pu voir depuis longtemps sur internet. C'est un chef-d'œuvre de mise en scène vidéoludique et je suis également impressionné de la quantité de détails mis à l'œuvre dans la map. Des détails qui sont partout et qui sont là pour vous rendre compte de l'attention qu'a mis le créateur sur la map et également vous mettre dans un état de vigilance constant. Par exemple, vous vous souvenez dans la maison brutaliste avec les fenêtres qui mènent à des tonnes de pièces? Eh bien, il y a ce détail que je vous ai présenté, qui à lui seul est un hyper bon moyen de mettre mal à l'aise le joueur avec extrêmement peu. Mais saviez-vous qu'il est possible avec des sauts bien réalisés de se rendre dans cette pièce-là? Si quand vous le faites, vous devez vous dire, avec ce petit bug d'affichage et le côté difficile de cette cascade, que vous avez peut-être cassé le jeu et que vous n'êtes pas censé vous y rendre, vous vous rendrez vite compte que c'est peut-être un peu trop bien modélisé si c'est juste un détail. Puis quand vous interagirez avec la prise de la télé, ceci arrivera. Après cet événement, strictement toutes les télés du jeu afficheront de la statique. C'est un détail si insignifiant, mais qui donne du corps à l'univers de la map. Aussi, et je ne l'ai pas mentionné, dans le jeu, y a une notification Discord qui apparaîtra toujours au bout de 10 minutes de jeu. C'est un autre bon moyen de jouer avec le joueur en le faisant sortir du jeu et se rendre compte que quelque chose qui devrait être là n'est pas là. Autre exemple, imaginez que vous sortiez de la maison dans le monde miroir et que vous décidez d'ouvrir le portail de fin du jeu pour aller dans le deuxième niveau de Doom Underhalls. Eh ben oui, il sera inversé. Le même niveau, reconstruit entièrement en miroir. La map en elle-même ne fait pas peur automatiquement. Son horreur se révèle au fur et à mesure, donnant l'impression au joueur que quelque chose ne va pas, que ce soit en jouant avec l'espace, mais surtout avec ce qu'il connaît. Car, et j'ai volontairement passé tout ça sous silence jusqu'à maintenant, MyHouse.wad est bourré de références à plein d'autres trucs. C'est un hommage sous plein d'angles différents. D'abord, l'hommage évident numéro 1, c'est l'hommage à Doom lui-même et sa communauté. Il aurait été facile d'enlever les trucs habituels des WAD, l'utilisation de la musique Running from Evil, la musique de l'écran titre, tout ça c'est modifiable, mais l'objectif c'est de mettre en scène une expérience pour un joueur aguerri de Doom qui va lentement le déstabiliser en changeant son gameplay, l'apparence de son gameplay, les sons, la manière dont le perso se mouvoie, sa taille,
Tous ces changements vont perturber l'audience numéro 1 de ce mode, les vieux joueurs de la communauté de Doom World, et donc faire un hommage gigantesque à toute la communauté en elle-même. Et même certains vont plus loin et pensent que la map en elle-même parle de la communauté de Doom. C'est une théorie qui existe et que le mode montre à quel point le jeu a accompagné l'évolution du monde, l'évolution d'Internet, et que le mode montre comment le jeu Doom, avec sa communauté, a été transporté au fur et à mesure des années et qu'en 30 ans, il n'a toujours pas perdu son influence et son importance. Dans le journal, j'ai notamment éclipsé les nombreuses fois où Steven parle des outils de modding qu'il utilise en grand détail. C'est clairement un travail de fan, fait pour des fans, mais évidemment, ça n'a pas touché que des fans. Un truc par contre qui a forcément éclaté les yeux de la plupart des fans d'horreur qui regardent cette vidéo, c'est l'évident hommage à l'une des œuvres les plus importantes de l'horreur de l'histoire. House of Leaves, ou La Maison des Feuilles, de Mark Danielewski. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fallu 98 épisodes de Findings pour enfin mentionner ce bouquin. À mes yeux, le plus grand chef-d'œuvre de littérature horrifique et le pionnier de l'intégralité de l'horreur moderne Internet et des ARG. Je suis souvent dans l'hyperbole, mais là j'y crois à ce que je viens de dire, à 100%. La Maison des Feuilles, publiée en 2000, vous dirige pendant près de 700 pages dans une histoire extrêmement difficile à déchiffrer. C'est un livre difficile à décrire en peu de temps, car c'est un livre qui se bat perpétuellement avec le lecteur pour le repousser. C'est ce qu'on appelle de la littérature ergodique, c'est-à-dire un bouquin qui demande au lecteur d'effectuer une action supplémentaire que juste la lecture. C'est une lecture profondément active. Ça paraît un télo comme ça, hein, mais ça inclut aussi les trucs genre les livres dont vous êtes le héros, donc ça peut aussi être fun. L'histoire de la Maison des Feuilles n'en est pas vraiment une, en réalité c'est plusieurs histoires qui s'intriquent les unes entre les autres. Si je devais décrire l'histoire de la Maison des Feuilles le plus simplement, c'est un type appelé Johnny qui visite l'appartement d'un homme appelé Zampano, récemment décédé. Il y trouve un manuscrit annoté se servant de plein de détails académiques qui décrit un documentaire du nom de Navidson Record, qui décrit les événements dans le livre réel d'une famille appelée la famille Navidson, une famille qui a sombré dans la folie après avoir emménagé dans une étrange maison dont l'espace incohérent et changeant les a fait perdre la raison. La Maison des Feuilles, c'est à la fois le récit de Johnny, le bouquin de Zampano, les descriptions du Navidson Record, des annotations d'éditeurs et de Johnny lui-même sur le bouquin annoté de Zampano, et aussi des échanges de lettres entre plusieurs personnages. Et si c'est pas déjà assez confus, le bouquin est écrit comme ça. Ce bouquin joue avec les formes d'écriture, et c'est un des trucs qui le rend légendaire. Tous les choix étranges de mise en page et de forme ont un sens et aident à créer un sentiment de malaise. C'est un livre qui met du temps. Clairement, vous n'allez pas forcément entrer dedans instantanément. Clairement, les longues descriptions scientifiques complexes et érudites vont vous perdre, et clairement, la mise en page va rendre votre lecture beaucoup plus lourde et hasardeuse. Mais il y aura le moment de déclic, celui où vous allez vous rendre compte qu'avec le scénario et les émotions des personnages, tous ces choix stylistiques ont un sens et vous amènent à suivre l'une des intrigues d'horreur les plus formidables que j'ai pu voir. Et comme la quasi-totalité de l'horreur d'internet depuis 20 ans, que ce soit voulu ou non, MyHouse.wat s'inspire ouvertement de ce bouquin, qui a mis plus de 10 ans à être écrit. Sauf que cette fois-ci, c'est beaucoup plus clair que d'habitude. Que ce soit le mot Navidson, qui est présent dans le jeu, faisant référence au documentaire fictif de Navidson Record, que ce soit le thème de la maison elle-même, une maison plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, et l'espace changeant et qui semble se créer de lui-même en fonction des émotions de ceux qui vivent entre ces murs. Tout y fait penser. Une des idées de mise en page les plus géniales de tout le livre, c'est que le mot house ou le mot maison est tout le temps écrit en bleu dans le livre. Il y a plusieurs explications qui ont été données, mais isolées, ce détail donne une impression lugubre de grandeur symbolique derrière le mot maison. Et quel mot est perpétuellement écrit en bleu dans le journal ? House. La narration du journal, des éléments du jeu, énormément d'éléments du journal et de l'histoire de Steven et Tom font beaucoup penser aux thèmes présentés à l'intérieur de la Maison des Feuilles et à la manière dont ils sont racontés. Et un des éléments qui est les plus importants au succès de la narration de MyHouse.wat, ça reste cette manière très intéressante de jouer à un jeu dont on connaît l'auteur et dont on essaye de lier l'auteur au jeu. Le jeu en lui-même peut faire peur, mais ce qui fait peur, c'est ce qu'il signifie pour celui qui l'a créé. L'auteur est présent à l'intérieur du jeu. Le fantôme de Steven est présent dans le jeu. Et ainsi, on comprend mieux la peur de Steven que la map ait une conscience propre. Parce que la map, c'est lui-même. Un truc dans le Navidson Record que je trouve assez fascinant et qui a alimenté l'imaginaire de tonnes de personnes depuis des décennies, c'est le couloir de 5 minutes et demie.
Dans le livre, un jour, la famille Navidson trouve dans leur maison une porte cachant un chemin vers un couloir excessivement long. Au fur et à mesure des explorations de celui-ci, il se met à devenir ce gigantesque dédale incohérent de pièces et de murs parfois minuscules, parfois gigantesques, semblant se répandre à l'infini. Avec, dans une énorme pièce notamment, un escalier circulaire descendant pendant des jours de marche. Escalier représenté d'ailleurs sur la couverture. Petit détail que j'aime bien. Eh bien, devinez qu'est-ce que j'ai pas encore traité qui est présent dans le jeu. Le couloir est ici. Il a environ 9% de chance d'apparaître quand on ouvre cette porte. Et laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas prêts. Quand on ouvre cette porte et qu'on entre dans le couloir, la musique se coupe instantanément, nous laissant dans le silence complet. On tourne naturellement à droite, faisant apparaître, quand on revient sur nos pas après ce cul-de-sac, cet interstice qui mène à 2 directions. Et là, ça devient le bordel. Des tonnes de pièces, à la géométrie incohérente et grotesque, toujours dans cette même texture de béton, et plongées dans le noir complet. Après quelques minutes, vous finirez peut-être par entendre ce genre de bruit. Des bruits qui percent violemment le silence dans lequel vous étiez, et que parfois, dans mes explorations dans ces lieux, je n'entendais pas, alors que parfois je les entendais bien fort, sans jamais que je comprenne pourquoi. À un moment, vous verrez cette porte, qui mène à d'autres portes, dans une énorme série de mêmes portes. Vous pouvez attendre qu'elles se ferment toutes, une à une, comme n'importe quelle porte de la marbre jusqu'à maintenant, avant de continuer votre chemin. Toutes les portes sont ouvertes. Je peux pas vous dire le frisson que j'ai eu quand j'ai entendu le bruit des portes en partant quand j'y ai joué pour la première fois. En continuant à vous balader, vous tomberez sur un autre dédale avec des dénivelés étranges et parfois incompréhensibles, jusqu'à arriver à ce petit lac sans fond, qui, une fois franchi, vous amènera inévitablement à cette porte. Parfois, elle est condamnée de pierre sans savoir pourquoi. J'avais fait un live où je vous montrais ce que je savais de MyHouse.wad, et je me souviens bien que ça m'avait pris de court à ce moment-là. J'avais joué des dizaines de fois à la map, j'avais fait 2 fois ce couloir, je n'étais jamais tombé sur cette porte bétonnée. Mais quand cette porte n'est magiquement pas condamnée, elle vous donne accès à une pièce gigantesque, avec parfois rien. Mais parfois vous trouverez cet escalier circulaire central. Vous pouvez tenter de le descendre pendant des dizaines de minutes. Vous entendrez des sons étranges provenant du loin. Mais indéniablement, en essayant de remonter, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas progressé. À force de vous perdre dans ces labyrinthes, vous serez choqué de retomber toujours sans raison sur vos pas. J'en ai marre. Je vais tout le temps dans la même direction. Où est-ce que je me trompe? Peut-être que je devrais aller là. Voilà, peut-être là. Il y a plein d'autres trucs dans ce couloir que je n'ai pas décrit. Et vous voulez savoir ce qui est encore plus impressionnant? Ce labyrinthe ne mène à rien. Il n'y a rien dans ces ténèbres autre que les ténèbres. Et plus vous vous enfoncez, plus vous vous rendez compte que ce n'est là que pour vous frustrer, vous mettre mal et vous déstabiliser. Le créateur peut pas avoir mis ça juste pour qu'il n'y ait rien à la fin. Et le truc fou, c'est que si il n'y a rien, et en juxtaposition avec le fait que c'est une référence directe à House of Leaves, le fait qu'il n'y ait rien est assez cohérent avec le bouquin. Selon moi, ce couloir est la représentation claire du travail titanesque derrière la map et de son attention aux détails. C'est mignon d'aller dans un niveau inversé quand on sort du monde inversé, mais c'est autre chose de se retrouver à créer un truc qui met probablement 1 semaine ou plus de mapping et de développement pour un détail ne menant à rien de précis. Un truc qui a été grandement inspiré par la Maison des Feuilles, c'est également les backrooms et par conséquent du coup les espaces liminaux qui les avaient inspirés à la base. J'en ai parlé beaucoup sur cette chaîne et évidemment si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, vous aurez remarqué les références. La Maison Brutaliste s'inspire de l'une des images les plus connues de l'histoire des Liminal Spaces, le Holiday Inn Hotel de l'aéroport de Londres, avec son côté faux et son plafond qui met certaines personnes assez mal. Ces petites fenêtres sont évidemment aussi des références, mais ça peut aussi être une référence à la vidéo de Kane Pixels, Backroom Found Footage, dont j'avais déjà parlé dans un Findings. Mais ça va plus loin.
Le passage dans la maison inondée fait référence évidente aux Pool Rooms, ces rendus 3D créés par des artistes dont le maintenant connu Jared Pike, mais après il y a des références plus difficiles à choper. La garderie est une référence évidente à cette image, et donc c'est pour ça, le Shrek, c'est pas que parce que c'était un cauchemar d'enfance, et le toboggan, lui, fait référence aux célèbres images de Liminal Space avec des toboggans abandonnés. La station essence est une référence à cette image célèbre, ça m'étonnerait pas que l'aéroport aussi s'inspire de certaines Liminal Spaces, mais la référence la plus flagrante au Liminal Space et au Backroom, c'est clairement un détail que j'ai pas encore mentionné, que je trouve incroyable, et qui renforce encore plus le côté complet de la map. Ce détail, c'est une mécanique pour vous empêcher de tricher. En tapant ID Clip sur votre clavier, vous pouvez activer le no clip et passer à travers les murs. Il fallait éviter à tout prix que les joueurs abusent de la mécanique, car ça détruirait la map et l'illusion qu'elle entretient, ce dont on parlera vers la fin de la vidéo, car on peut casser la map. Donc quand vous activez le no clip, un message apparaît vous disant « Faites attention à ne pas no clip dans de mauvais endroits ». C'est une référence claire à la première image des backrooms et au texte qui était souvent attaché à celle-ci. Donc qu'est-ce qu'il se passe si j'essaye de traverser un peu trop les murs? Ah ok. Vous tombez dans les backrooms. Vous tombez dans les backrooms si vous traversez trop les murs et vous vous retrouvez dans un labyrinthe gigantesque et absurde. Et pour pas vous faciliter la tâche, t'as un voleur de peau invincible qui vous pourchasse. Et maintenant vous allez peut-être me le demander, mais oui, on peut faire ça aussi dans le monde miroir et ça vous amène à une version inversée des backrooms. C'est tellement complet. Tellement de détails complets, c'est impressionnant je trouve. Il est possible de sortir du labyrinthe avec des guides. Moi j'ai réussi du premier coup par chance, je sais toujours pas comment j'ai fait. Et ça t'apprend après à ne pas abuser de la mécanique de nos clips. Dernier truc à mentionner, la map emprunte beaucoup aux mèmes, aux histoires d'horreur et à l'horreur d'internet. Et en fait une sorte d'hommage assez complet et assez impressionnant. Que ce soit dans des clins d'œil un peu bêtes, des références à des canons de l'horreur, c'est un accumulat de tout ce que l'horreur en ligne a pu apporter. Et dans la vidéo de Powerpack, le mec rapproche ça avec la présence de Shrek, qui est l'image du produit enfantin transformé en blague, en horreur, en fanfiction, en tout ce qu'internet a pu donner pour transformer la culture pop et la manière de l'exprimer. Un exemple de référence qui est pas du tout évidente et que j'ai chopé que après avoir fait des recherches, c'est la musique. Je parle pas donc du thème de Doom, ni même du thème de Doom qui a été déformé. Je vous parle de ce morceau qui se joue à partir de l'incendie ou à partir du monde miroir, ça dépendra de votre run, et qui a été créé par l'utilisateur SL Fortium. Et figurez-vous que ça aussi, ce morceau aussi, c'est une version déformée du thème Running from Evil. Et il est déformé exactement comme faisait The Caretaker. C'est une référence à Everywhere at the End of Time. Pour vous dire à quel point cette map est une référence à toutes les formes d'horreur qui sont devenues virales depuis environ 5 ans sur internet. Myers.wad prend cette horreur depuis environ 5 ans et essaye d'en faire une sorte de carrefour. Elle fait une sorte d'hommage à l'horreur grandissante qui abandonne les sursauts pour des ambiances travaillées et qui abandonne les créatures folkloriques pour une subversion d'un quotidien profondément normal dans lequel des événements vont bouleverser le personnage principal au point de questionner l'auteur sur sa propre perception. C'est un type d'horreur indirecte qui te suit des jours après lecture ou visionnage. C'est une des meilleures exécutions de ce procédé. Les créatures flippantes ne sont jamais visibles autrement qu'à travers des silhouettes. Et la vraie menace, c'est toujours ce qui se passe dans la tête de l'auteur. Et dans ce cas-là, également dans la tête du joueur. Alors c'est bien beau tout ça, mais essayons de faire sens de l'histoire de la map. Parce que évidemment, il y a énormément de théories qui se baladent un peu partout, des théories parfois controversées, même des théories qui se contredisent presque toutes. Et avant de commencer, laissez-moi vous parler du dernier truc dont j'ai pas parlé, qui est caché dans le jeu, la fin ultra secrète. Revenons au moment où j'ai attrapé le 16e et dernier objet. Imaginons qu'au lieu de me rendre dans le monde inversé et de déclencher le dernier arc de la map, je me décide de rentrer dans la maison, descendre en bas et de brûler la maison. Donc évidemment ma progression est détruite, mais persévérons. Tuons les ennemis, ramassons les 3 objets à l'étage, descendons en bas et rentrons dans la maison brutaliste. Quittons-la en allant à l'aéroport, allons dans l'avion et... me revoilà dans la maison abandonnée et vide. Quittons-la, la maison a disparu. Pour l'instant, tout est normal. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller à l'arrière du jardin et... quelque chose s'est ouvert. Une tombe avec un QR code.
Alors, le QR code, il n'est pas lisible directement, il fallait essayer de le reproduire. Mais avant de vous donner le contenu en lui-même du QR code, laissez-moi vous parler d'un concept que vous connaissez peut-être. La mort de l'auteur, c'est un essai littéraire publié en 1967 par le critique littéraire Roland Barthes, qui émet l'idée qu'analyser une œuvre en prenant en compte la biographie, la vie et le contexte propre à l'auteur est une erreur. La théorie veut que ceci n'amène pas un sens concret et définitif à une œuvre. En l'occurrence, Barthes dit dans son essai que l'interprétation primaire d'un lecteur amène à 1000 fois plus de richesse intellectuelle. C'est un courant de pensée qui a influencé énormément de littérature moderne. L'auteur crée une œuvre, le lecteur crée le sens, et l'auteur n'a pas plus raison sur le sens de son œuvre que le lecteur. Et ça, c'est très important. Maintenant, pourquoi je dis tout ça ? Parce que le QR code de la tombe envoie un avis de décès de Steven Nelson lui-même. Mort le 3 août 2022, le même jour que Tom. On aurait pu s'en douter car c'était sous nos yeux. Depuis le début. Ça peut faire très twist au rabais, mais en vrai ça a beaucoup de poids dans l'histoire. Beaucoup de théories sur la map tiennent sur si on doit prendre cela littéralement ou au contraire le prendre métaphoriquement. Mais on va juste lire l'avis de décès. On y apprend que Steven est né logiquement la même année que Tom, mais aussi que son enterrement sera célébré en même temps que celui de Tom, dans une célébration jointe. Steven a étudié et grandi dans le lycée de Plano dans l'Illinois, où il était un membre du club d'audiovisuel et l'équipe d'athlétisme. C'est ici qu'il a découvert sa passion pour la course à pied. Il était également un expert en informatique et il a grandi en disséquant des ordinateurs et en programmant des jeux. Steven a passé ses 13 dernières années à travailler dans le district scolaire d'Oswego au sein de l'équipe informatique. C'est ici qu'il a reconnecté avec un ancien camarade de classe qui deviendra vite son âme sœur. Ils ont vécu ensemble pendant des années avant de se marier en 2020. C'est pour ça l'anneau. Lui et son partenaire étaient d'actifs coureurs et aimaient la randonnée, le frisbee golf. C'est pour ça le frisbee. Et jouaient tous les deux chez eux aux jeux vidéo. Steven était l'homme le plus gentil et doux que quiconque ait rencontré. Et le monde est bien moins beau maintenant qu'il est parti. Bon, maintenant, il n'y a plus aucun doute sur le fait que Tom et Steven étaient en couple et mariés, même si encore une très mineure partie de gens qui réfutent encore l'idée aujourd'hui, tout colle en fait. On peut en effet peut-être se dire que, comme par hasard, chacun de son côté a décidé de se marier avec un ancien ami de lycée, mais quand même c'est plus simple de se dire que les deux mecs qui ont une célébration jointe et qui sont morts le même jour sont peut-être mariés. Avant de se pencher sur la mort de Steven et Tom, on peut continuer de se pencher sur cette relation un peu plus longtemps car l'image de la maison, elle a beaucoup plus de poids maintenant. C'est plus juste un gimmick souvent utilisé comme prémisse d'un mode de Doom. Une maison, c'est un symbole quand t'es en relation. Je pense que vous êtes d'accord qu'une relation devient particulièrement sérieuse quand le couple emménage ensemble. Et quand la relation se termine, quand quelqu'un décède, juste, la maison reste habitée. Que ce soit à travers des objets, des souvenirs, la maison est toujours occupée par quelqu'un. C'est pour ça que des gens déménagent parfois quand des relations se terminent. Et c'est aussi pour ça que dans le jeu, tous les souvenirs ont la forme de la maison. Myers.wad, au fond, représente à travers sa maison un souvenir douloureux, une vie qui s'est construite à deux, dont on a cassé un pilier. Et ainsi on en arrive au thème le plus important de la map, en tout cas celui qui est le plus évident, le deuil. Avant d'aborder la question du deuil, il est important de se poser la question de qui est vraiment mort dans cette histoire. Clairement, beaucoup pensent que Steven n'est pas mort et que la vie de décès est métaphorique. Mais on peut parler brièvement de cette idée selon laquelle Steven serait un fantôme décédé, essayant perpétuellement de mettre un terme positif à une vie troublée. Il y a une théorie notamment qui se balade énormément, qui dit que Tom et Steven seraient en réalité morts en même temps dans leur maison, après un incendie. Et ce serait expliqué par le fait que quand Steven parle du rêve où il s'est retrouvé dans un incendie, il dit s'être réveillé, mais qu'en réalité il était certain que c'était la réalité, et que ce n'était pas un rêve. C'est une théorie qui a beaucoup de poids, mais qui est plutôt intéressante pour le coup. On pourrait voir du coup le passage dans le journal de Steven où il parle de l'éternité comme une manière de représenter sa condition d'homme décédé. Ça expliquerait les cauchemars se mêlant à sa réalité. Mais le problème, c'est toutes les choses qu'il diffère qui sont bien ancrées dans la réalité. Le fait qu'il ait une présence physique, qu'on voit ses doigts sur les photos qu'il tient dans le drive, le fait qu'il ait posté une map sur internet et interagi avec la communauté, le fait qu'il dise être allé au travail plusieurs fois dans le journal. Je trouve personnellement que la vie de décès de Steven peut en réalité être plutôt métaphorique. Steven est mort à l'intérieur le jour du décès de Tom. On lui a enlevé un pilier important à sa vie qui l'a fait perdre la raison avant de la reprendre à la fin du journal. Je me suis trompé, la map se sert de moi. Ce matin, j'ai chargé un backup de Doom Builder datant de fin octobre et j'ai passé quelques heures à préparer la carte pour sa sortie. J'ai essayé de supprimer myhouse.pk3, mais je continue à obtenir une erreur fichier en cours d'utilisation. Je ne pense pas que la carte me le permette. Je ne veux pas que quelqu'un joue à autre chose que la version originale Vanilla. Peu importe ce que cette map me fait, je ne peux pas la laisser faire la même chose à d'autres personnes.
Tous les actes de Steven représentent une personne qui a du mal à accepter un décès au point de se replonger figurativement dans la vie de Tom en parcourant ses affaires et en essayant de terminer son œuvre comme s'il voulait que la vie de Tom se termine avec plus de finalité. La map représenterait plusieurs manières de se battre contre le deuil, avec le déni, le marchandage, tout ça, les 5 étapes du deuil, tout ça. Et il présente également une manière d'y remédier, dont on parlera plus tard, qui surplombe les autres manières de le faire. Il y a également une théorie très controversée, mais acceptée par genre 90% de la communauté du site Doomworld comme étant vraie, c'est que Steven ou Tom serait transgenre. Cette théorie explique l'intégralité du passage de l'aéroport, et je pense que les personnes transgenres de mon public s'en doutaient, ça crève les yeux. L'idée d'une personne rentrant dans les toilettes des femmes et n'y voyant que de la douleur et de la menace, avant de sortir en prenant des pilules, se retourner et voir que les toilettes des femmes sont devenues celles des hommes, le tout dans un endroit qui représente le mouvement, le fait de changer d'endroit et de changer en général, un aéroport. Endroit où on trouve d'ailleurs des dessins enfantins, comme si c'était arrivé tôt dans la vie. Pour moi, il n'y a vraiment pas plus évident comme métaphore. Et du coup, le Help Me Anna caché dans les informations d'embarquement, peut-être que ce serait une référence à l'ancien nom de l'un des deux, qui serait Anna avant la transition, et que si Steven écrivait dans le sable S+A, c'est peut-être parce que le S+A entouré d'un cœur est lié à un souvenir amoureux datant d'avant la transition de Tom, s'il s'agit bien de lui. Ça peut aussi expliquer le fait que Tom et Steven ont eu le temps de s'oublier et de se retrouver, comme si l'un des deux avait accepté ce changement entre-temps, et en plus ça expliquerait le « ce n'était pas censé se produire quand on ramasse le biberon ». En vrai, c'est assez cool dans l'état des débats actuellement en Amérique et tout, de mettre un truc comme ça met un regard assez humain, et c'est assez cool, surtout que c'est assez inconséquentiel dans l'histoire en réalité, c'est juste un truc qui est là, voilà. Il y a également des théories qui parlent un peu plus de Steven et qui donneraient l'idée que Steven aurait réalisé un peu cette map de manière supernaturelle dans un coma. Et que ça expliquerait donc le passage de l'hôpital, que ce serait là le moment où il s'est réveillé et que, entre-temps, pendant son coma, il a décidé de résoudre un peu son deuil de Tom. Il y a d'autres gens qui pensent par exemple que Steven n'est pas mort tout simplement parce que la fin où il nous présente l'éternité, etc., se trouve dans le monde miroir et que la vraie fin se passe dans le bonheur d'une vraie plage, etc. et tout. Et que donc du coup, la fin est positive. Un argument majeur de cette théorie, c'est le fait que dans les avis de décès, leur photo est inversée par rapport à la photo dans le cadre. Et là, vous commencez à comprendre un peu, il y a 1000 théories et il y en a énormément qui fonctionnent. Du coup, ça nous ramène à la mort de l'auteur. C'est clairement une œuvre qui contient moins d'informations qu'il y a réellement. Tellement de passages de la map peuvent être interprétés par le prisme de souvenirs de la vie de Steven et Tom, et le fait qu'on spécule est suffisant. Le D20 avec écrit « Jetez le dé pour une relation sexuelle » qu'on trouve dans la piscine peut dire tellement de trucs. D'abord, c'est une référence à une blague de rôliste où un joueur va essayer tout le temps de coucher avec des PNJ, mais le fait de la trouver dans la piscine rappelle peut-être un souvenir de première interaction sexuelle entre les deux, ou juste une interaction qui a construit une partie de leur couple. C'est pas anodin que ça amène à la section du jeu où on trouve la bague de fiançailles. Je pourrais aller loin et interpréter chaque item me demandant ce que les objets dans la maison qui brûlent signifient, et même en général ce que signifie l'incendie. Interpréter chaque photo du Google Drive. Je peux me pencher et essayer de comprendre chaque référence, le Pumpkin Rick, Chugga Chugga Horse. Je pourrais essayer d'interpréter chaque événement, chaque objet qui n'a pas ou a sa place. Mais en vrai, je préfère vous donner les pièces que j'ai et vous laisser les reconnecter vous-même. Car si Veg a décidé de rester anonyme après que des millions de personnes aient joué à sa map, c'est que l'auteur vous invite à le voir comme mort et que l'interprétation de la map, elle est entre vos mains. Mais clairement, le message qui reste à la fin de la map, dans la tête du joueur, c'est cette ligne. On doit se battre pour le bonheur. C'est assez rare de voir une œuvre d'horreur porter un message aussi ouvertement positif et fort. C'est très Petscope comme moment. MyHouse.wad a probablement été créé par quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et qui a compris, comme il le dit, que le bonheur vient des petites choses que l'on peut contrôler et que l'inévitable, l'impossible à éviter, doit le moins possible plonger un individu dans le malheur. C'est, je pense, la raison principale pour laquelle les gens se sont autant pris de passion pour la map. Le message est tellement pas attendu et pourtant, il fait un bien fou. Dans une période où pour beaucoup il est facile de baisser les bras et de succomber au malheur, un peu d'espoir caché dans une œuvre aussi marquante, ça fait un bien fou. Cette partie bonus n'était pas forcément censée être là à la base. Mais la vidéo a mis tellement de temps à être réalisée qu'entre-temps, il y a un peu des post-conclusions qui ont été réalisées. Parce que entre le moment où j'ai commencé à écrire ou à considérer la vidéo et le moment où j'ai terminé le texte et commencé le tournage, MyHouse.wad est devenu un phénomène de l'horreur d'internet. Et ça a causé énormément de peur dans la communauté de Doom. Si vous regardez le thread sur Doomworld, c'est passé de énormément de positivité à beaucoup
beaucoup d'anxiété. Tout le monde est évidemment d'accord sur le fait que cette map est incroyable et que l'histoire qu'elle raconte est phénoménale, que même s'il y a des défauts, c'est un des meilleurs trucs qu'a pu donner la communauté. Mais les gens ont peur que les WAD, l'univers du modding de Doom, soit réservé maintenant uniquement à ce genre de choses. Et qu'en réalité, le gimmick de myhouse.wad pourrait être le dernier clou dans le cercueil des mods de Doom. Parce que depuis 30 ans, c'est toujours pas terminé. Il y a toujours des gens qui sont fascinés par ça. Personnellement, je trouve que ça sera pas le cas et beaucoup de gens sont assez positifs vis-à-vis de ça parce que ça a inspiré beaucoup de gens à créer des mods de Doom. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont inspirés à créer des mods de Doom, mais pas des mods de Doom classiques. C'est-à-dire pas des gens qui veulent jouer à Doom, des gens qui veulent créer des jeux. Et ça, c'est un truc qui énerve certaines personnes. Donc, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à vous intéresser un peu à l'univers du modding de Doom. C'est un des trucs les plus fascinants que vous pourrez trouver. Également, il y a eu un peu un dépassement de l'œuvre. L'œuvre a complètement dépassé le créateur, parce que de base, c'était clairement pas censé devenir aussi populaire. Pour vous dire, t'as John Romero qui a joué à la map. Pour ceux qui ne savent pas qui est John Romero, c'est un des créateurs de Doom original. C'est assez impressionnant, t'as presque tous les sites de jeux vidéo français, anglais, de tous les pays qui en ont parlé de myhouse.wad. Vous l'avez peut-être manqué entre temps, mais ça m'étonnerait pas que certaines personnes aient un peu soufflé en voyant la notification de ma vidéo en mode il arrive un peu après la bataille. Aujourd'hui encore, le créateur de myhouse.wad est un mystère et il doit rester un mystère. Des gens ont eu des informations qu'on n'était pas censé avoir, qui donne peut-être plus de contexte, certes, à certains éléments de la map, mais qui casse un peu l'effet mort de l'auteur qui était volontaire et qui était voulu. Et ça, c'est un peu triste, en vrai, parce que ça a impliqué de rentrer dans la vie intime d'un individu pour juste expliquer l'histoire d'un mode de Doom. Le problème, c'est qu'énormément de gens sont arrivés après la bataille en regardant des vidéos de youtubeurs, et que les gens qui vont rentrer dans la map vont se rendre compte qu'il n'y a plus rien à trouver. L'important, en fait, ici, c'est pas de vous faire découvrir myhouse.wad, mais de vous faire découvrir en vrai la communauté de Doom. Parce que myhouse.wad a déjà été disséqué dans tous les sens. Et si vous avez regardé cette vidéo et que malgré tous mes disclaimers, vous n'avez pas joué à la map, il est temps de vous pencher peut-être sur le modding de Doom, parce qu'il y a plein d'autres modes d'horreur de Doom qui sont intéressants. Parce que maintenant, les seuls trucs que vous pourrez trouver, c'est des bugs dans la map. On peut la casser. Quand on la regarde avec du no-clip dans les endroits où le no-clip nous amène pas directement dans les backrooms, on trouve beaucoup plus de machination derrière la map. C'est très intéressant, c'est très fascinant à voir et c'est même parfois un peu creepy. C'est hyper intéressant d'utiliser ce no-clip dans certaines zones du jeu. Il y a des gens qui ont trouvé des détails complètement absurdes. Genre par exemple, si tu utilises 2 cheats, un truc pour voler et un truc pour no-clipper, et que tu interagis avec une porte random dans la maison brutaliste, tu peux faire ouvrir une porte qui n'existe pas. La map peut être cassée dans tous les sens et des gens continuent à la casser dans tous les sens, à essayer de trouver d'autres trucs, mais la vérité, c'est que myhouse.wad n'était jamais censé être le phénomène que c'est devenu. C'est devenu un phénomène, et c'est rare sur internet que ce soit le cas, purement parce que c'était phénoménal. Et le créateur, clairement, n'avait pas prévu ça, et ça a dépassé dans sa vie. Donc soyez respectueux, s'il vous plaît. Ne faites pas les zinzins sur Doom World, n'y allez pas si vous ne parlez pas anglais. Vous pouvez aller faire des trucs, mais s'il vous plaît, soyez pas des zinzins. J'ai déjà vu des débordements et c'est pas cool, en vrai. Et maintenant, tout connement, c'est à vous de vous intéresser au modding de Doom, parce que ça ouvre une porte de ouf. Il y a plein d'autres histoires de mods et de WAD, même des trucs flippants, des trucs intéressants, des mods de Doom qui ont inspiré d'autres jeux vidéo, des mods de Doom qui ont inspiré d'autres jeux Doom. Tellement de choses à dire sur le sujet, et myhouse.wad pour moi devrait être une ouverture. Et c'est un peu le type de conclusion de findings la plus simple à faire dans ce genre de cas. C'est à vous de créer maintenant. On a la preuve maintenant que sur internet, si on fait quelque chose de suffisamment formidable en restant anonyme, et qu'on sait très bien faire la publicité de ce truc formidable, que ce truc va avoir de l'impact. Si vous faites une œuvre complète, il y aura probablement des gens pour l'écouter. Et je sais que vous pouvez avoir la flemme, pour certains, en vrai la flemme de créer un machin et tout, et que certains d'entre vous ont créé des trucs et que ça n'a pas fonctionné. Et je vous répondrai à ça que il faut se battre pour le bonheur. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Elle a mis du temps à sortir. J'ai très peur de la sortir. Allez jouer à myhouse.wad si ça vous chante de faire l'expérience. Allez me voir peut-être en live essayer de speedrunner, parce que je vais essayer de faire ça. Ça a l'air marrant de le faire. Bon, je serai pas aussi bon que les gens qui arrivent à terminer myhouse.wad en 6 minutes. Intéressez-vous à Doom.
allez voir la chaîne de Powerpack qui, sans lui, je n'aurais pas découvert cette incroyable map. Allez vous intéresser à la communauté de Doom, soyez respectueux, je vous en supplie. Créez des machins, voilà. Et à la prochaine. La prochaine vidéo sera sur un sujet de true crime fascinant. Et on a dans nos mains, je pense, un des documentaires les plus complets sur un des sujets les plus oubliés de la question du monde du crime. Donc ça va être assez fascinant. Bref, je vais aller boire de l'eau parce que j'ai envie de boire de l'eau. Et bisous à vous, passez de bons moments, j'espère que vous passez de bonnes vacances, peut-être fin de vacances si je mets trop longtemps à faire cette vidéo. Au revoir, merci à vous.